doublure lumière de Tom Cruise à Los Angeles. Alors, je l'avais rencontré à Los Angeles. Bon, notre idylle avait duré 1 mois. Hein. Mais on peut dire que j'avais l'impression de taper Tom Cruise pendant 1 mois quand même. Ouais, franchement, bon, j'avais 20 ans, j'étais gaulée autrement. Sur le CV. Mais franchement, j'étais là, mais attends. Elle est devenue l'une des voix francophones les plus reconnaissables, en particulier depuis qu'elle suit une comédienne qui a explosé à Hollywood ces 10 dernières années, l'actrice australienne Margot Robbie, qu'on a pu voir dans le rôle de la psy devenue plus folle que ses patients, Harley Quinn, mais aussi dans le succès tonitruant Barbie, carton ciné de l'été 2023. Mais ce qui lui a donné davantage de crédibilité quant au premier rôle pourrait être Moi, Tonya, que l'actrice a produit et interprété. Que pense d'elle Dorothée Pousseau, qui lui prête son timbre ? On a pu entendre Dorothée dans La Vie à 5, évoquée récemment avec Cyril Artaud, où elle faisait la jeune Lacey Chabert, qu'elle a rencontrée, elle nous en parle. Et puis, il y a Les Mondes de Ralph, Le Laboratoire de Dexter, Wakfu, Kid Paddle, Martin Mystère, Billy et Mandy aventuriers de l'au-delà, Tracer dans Overwatch, et les jumelles Olsen, mais aussi Piper Perabo, Jennifer Finnegan, Annabelle Wallis, elle se rappelle de toutes et elle nous en parle. On a pu voir Dorothée à l'écran, par exemple dans les films d'Éric Judor Problemos, ou On fait quoi maintenant de Lucien Jean-Baptiste. Dorothée la comédienne est aussi directrice artistique, notamment sur Deadpool et Wolverine. Elle nous parle de ce qu'elle aime et aime moins chez ses comédiens. Et Dorothée est aussi une femme d'affaires puisqu'elle a créé aux côtés de Kelly Marot la Dub School, une école de doublage dont elle nous donne la philosophie. D'ailleurs, c'est quoi un bon doublage ? Quel est son sentiment sur les bandes annonces qui s'éternisent ? Quel est son parcours ? Quelle est l'utilité d'avoir un site internet lorsqu'on est comédien ? Pourquoi est-ce que les Français sont meilleurs que les Américains pour le doublage ? Dorothée nous dit tout. Je suis prête pour Dorothée. Et là, on fait tout le truc comme ça. Ouais, ça va être sympa. Kermit, ouais. L'année dernière, le studio Titrafilm m'a envoyé à Vancouver pour aller coacher un DA américain sur nos techniques à la française. En discutant avec Kelly Marot, j'ai appris que Dubbing t'avait envoyé à LA pour la même raison. C'est pas Dubbing. C'est pas Dubbing ? Et non, c'est Netflix. Ah, carrément, ok, d'accord, directement. C'est Netflix directement, ouais. Tu peux me raconter l'expérience ? C'était très sympa. En fait, eux, ils commencent le doublage depuis 2017, depuis l'arrivée vraiment des plateformes où, parce qu'avant, dès qu'ils aimaient un film ou une série, ils achetaient les droits et ils retournaient la série dans leur pays avec leurs comédiens. Et là, en fait, avec l'arrivée des plateformes, on tourne dans 48 langues, je crois, si je dis pas de bêtises, Netflix, ce qui fait que ils ont dit maintenant vous allez devoir faire du doublage, donc doubler les séries indiennes, coréennes, françaises, espagnoles, peu importe. Donc là ils ont découvert le doublage réellement en 2017 et en fait ils avaient jamais pratiqué cet exercice, encore moins avec une bande rythmo. Ah ouais. Et donc ils bossaient un peu au timecode, mais ce qui te bloque un peu pour le jeu. Parce que finalement, tu es obligé de faire phrase par phrase. Donc, quand tu es comédien, que tu joues une scène, particulièrement une scène d'émotion, c'est compliqué d'être coupé à chaque phrase, tu vois. Ouais. Donc, ce qui fait qu'ils se mettent seulement à la rythmo depuis très peu de temps. Ouais. Et donc, du coup, je formais les directeurs artistiques, creative leads, on appelle ça en anglais, à l'exercice du doublage et savoir justement ce que c'est qu'une labiale, une demi-labiale, un appui, enfin voilà, pour la partie technique et puis comment suivre la rythmo, etc. Puis en plus, nos rythmos sont écrites en cursive, en écriture cursive, et eux ne savent pas. Et eux ne savent pas lire le cursive. Tu nous rappelles ce que c'est l'écriture cursive ? C'est l'écriture attachée, quoi. Et eux, ils savent pas, ils connaissent pas. En fait, ils apprennent plus ça à l'école du tout. Sinon, ils écrivent qu'en script. Et donc c'est pas toujours facile, pas très fluide en termes de lecture et T'as dû reprendre toutes les bases. Ouais, voilà, mais en fait, c'était super intéressant. Puis les Américains, pour le coup, ça, on peut pas leur retirer, ils sont quand même plutôt talentueux. Ils ont pas mal œuvré dans le cinéma. Ils nous mettent à l'amende sur à peu près tout, mais sur le doublage, c'est vrai que... Voilà, mais le doublage, c'est tout nouveau pour eux, quoi, jusqu'à ce qu'après, ils deviennent peut-être 100 fois meilleurs que nous, hein, c'est possible, hein, parce qu'ils sont très talentueux et bosseurs et professionnels, donc c'est possible. C'est ça qui t'a frappé de la mentalité directe quand tu y allais Oui, parce que j'avais un peu peur aussi d'arriver et d'être alors maintenant vous m'écoutez parce que moi je sais. Ouais, l'arrogante française. En plus, c'est pas du tout ma mentalité, etc. Donc je me disais, oh là là, comment je vais amener par quel biais je vais amener le truc de dire, bon alors... Donc en fait, j'étais plus dans un truc, alors on a testé, alors honnêtement, ça c'est cool parce que justement, la rythmo, ça va vous libérer pour le jeu, tout ça. Donc c'était plus, finalement, je l'amenais un peu plus comme un truc genre, vous allez voir, c'est trop cool, j'ai déjà testé, tu vois, que de dire, bon alors je vous explique, moi je vous fais court,
Tu vois, c'était... Moi, je sais, vous, non. Voilà, donc c'était... Comment tu les as trouvés? Bah, je les ai trouvés super, vachement à l'écoute, tu vois, parce que j'avais un peu peur aussi, les Américains, tu vois, ils sont assez fiers d'eux. Mais parce qu'on leur inculque ça depuis la naissance. Tu vois, moi, je suis partie avec mes filles là-bas, elles étaient à l'école là-bas pendant 2 mois et demi, quoi. Et c'est vrai que c'est incroyable, ça gonfle la confiance en soi. Alors, c'est génial. Ouais. Pour les petits, l'opposé des Français qui écrasent nos gamins du matin au soir. Là, c'était vraiment l'opposé, tu vois. Ils étaient... c'était vraiment tous les matins, et c'était là, ouais, même la prof, quand elle avait des tests, tu vois, elle était I believe in myself. Mais vraiment comme dans les films, tu vois, les gamins, ils étaient I believe in myself, tu vois, c'était hallucinant. Et ben là, c'est un peu ça. Mais du coup, le problème, c'est que ça a un avantage enfant, parce que ça les booste, ça leur donne mal. Sauf qu'après, adultes, pour la plupart, ils le gardent encore pas mal, tu vois. Donc parfois, ils savent pas. Mais comme ils ont hyper confiance en eux, ils sont un peu genre... Ils vont pas l'avouer. I know. Tu vois, donc t'es un peu... Alors du coup, t'es un peu là, bon, bah... si tu sais, montre-moi. Alors, voilà, du coup... mais bon, donc du coup, ça pouvait parfois être un petit peu le truc, mais assez légèrement, quoi. Parce que dès qu'ils se rendent compte réellement que, bah, en fait, finalement, ils savent pas et que, voilà, tu vois, ils redescendent plus facilement. Donc, ils étaient à l'écoute. Ils ont pas mal pris d'avoir une teacher française. Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que c'est bien passé que ce soit une fille aussi, tu vois. Le côté... fun, cool. Ouais, il y avait un truc peut-être un peu plus... peut-être plus détente, tu vois, que je pense qu'ils ont choisi la personne, bah, ils me connaissent bien, Netflix, et je pense que s'ils me l'ont proposé à moi, c'est parce que, justement, ils se doutaient que j'allais correspondre, que ça allait être soft avec moi, tu vois. T'as fait 3 mois? 2 mois et demi. C'est pas mal, hein? Ouais. Tous les jours? Tous les jours. Wow. Ah ouais, intensif. Avec des débriefs souvent le week-end et tout, je bossais 7 sur 7, ouais. Wow. C'était intensif, mais c'était hyper intéressant, quoi. C'était hyper... T'as appris des trucs? T'as retenu des trucs? Ouais, mais c'est surtout que, de toute façon, diriger les autres, c'est un peu ce que j'ai découvert en mettant la direction il y a 23 ans maintenant. Mais c'est que, du coup, maintenant, j'aborde plus les rôles de la même manière non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que comédienne, bah, à force d'analyser les personnages, de décortiquer le jeu, de diriger les autres, de dire, bah, tu vois, si tu prends ce biais-là, ce sera plus intéressant, ceci ou cela, ou même quand je coach une copine pour son casting, ou qu'elle me coach pour mon casting, tu vois, déjà, vraiment de décortiquer des scènes en tournage ou en doublage, bah, en fait, ça fait que maintenant, quand je suis moi-même comédienne, moi-même à la barre, j'appréhende le rôle différemment. Je vais tout de suite le décortiquer. Tu vois ce que je veux dire? Chose que je ne faisais pas avant de diriger. Avant, tu faisais quoi? Tu te focalisais sur la boucle? Oui, je me focalisais sur la boucle et j'allais pas forcément chercher plus loin que la première intention que je voyais. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, je vais essayer plus d'avoir un sous-texte. Ouais. Le premier, je le comprends, mais ce qui est intéressant, et les Américains en ont beaucoup, pour le coup, ils sont très très forts en art dramatique, et ben c'est d'avoir ce sous-texte-là. Et pourtant, moi, j'ai pris 12 années de cours de théâtre au conservatoire, donc j'ai un petit peu de background, tu vois, en cours de théâtre. C'est pas comme si j'avais été formée vite fait 1 année dans un petit cours et tout. Et bah, bon, après, régulièrement, je fais des stages, souvent une fois par an ou 2 fois, des trainings de remise à niveau, où tu te remets un peu en question, etc. Soit d'atelier casting, soit de théâtre pur, tu vois, ou du clown. Tu vois, j'avais fait du clown pour reprendre un peu le langage dans le corps. Parce que ça peut être le défaut, tu vois, quand t'es en doublage, comme tu peux pas bouger, d'un coup, tu focalises tout en haut. Ouais. Et ton corps, il est plus en adéquation avec ce que tu joues. Ouais. Et du coup... Il y a plusieurs écoles, c'est marrant parce qu'il y a des comédiens qui me disent c'est pas parce qu'on entend que notre voix qu'on joue pas avec notre corps. Non, mais je bouge, mais je bouge pas exactement pareil que si je tourne. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais je bouge, moi je bouge même trop souvent. D'ailleurs, j'étais la première à dire, vous pouvez pas retirer la barre, ça me gêne parce que j'aime bien bouger avec les mains et tout. Mais tu bouges quand même pas complètement pareil. Et puis tu vois, en tournage, moi parfois il y a une phrase que j'ai envie de faire vautrer, je vais me foutre comme ça, je vais poser ma main sur la table, ça tu peux pas le faire. Si tu le fais pas, tu le fais pas. Tu vois? Donc en fait, même si tu bouges, ça va se limiter au bras. Tu vas pas bouger, tu vas pas t'asseoir sur le bord du canapé, tu vas pas... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Chose que tu ferais au théâtre ou sur un tournage, t'es pas forcément statique comme ça, cadré, tu vois, tu bouges dans la scène. Et il y a des gens qui me disent qu'ils ont vu des anciens, donc je te parle de gens dans les années 80. Ouais, je bossais en 80, enfin pas en 80, mais en 88. Donc t'as dû les croiser, les vieux de la vieille, qui bougeaient pas du tout, pas une oreille, et tout passait. Tu vois, toutes les... Oui, enfin tout passait... Oui, après avec le recul, moi je pensais ça aussi, mais je trouve qu'avec le recul, parfois quand tu tombes sur des vieux doublages,
Tu trouves ça statique? Déjà, il n'y avait pas de détecteur et je trouve que parfois ça se sent. Tu vois, les labiales sont pas toujours très, très en place. où il faut. Voilà. Ouais. Et ensuite, il y a quand même un peu de... Tu vois, le langage du corps, il n'est pas toujours complètement respecté, quoi. Oui, mais après, tu peux très bien... on a appris, nous aussi, enfin, tu vois, ma génération, avec Alexis, Thomasian, Christophe, Lemoine, Adrien-Antoine, on a appris, nous aussi, à faker, entre guillemets, tu vois, je pense qu'on sait le faire. Mais c'est pas complètement pareil. Ça va pas aussi loin. Oui, voilà. Et donc, en fait, moi, c'est juste qu'à force d'être statique, je dis pas que je ne pouvais plus jouer, je sais le faire, je sais le truquer. C'est juste que d'un coup, quand je me retrouvais en tournage, parce que pour le coup, y en a qui sont vraiment que dans le doublage, mais moi, pour le coup, j'ai toujours continué à tourner. Et je me retrouvais à des castings où d'un coup, j'ai l'impression d'être... Tu vois, je me disais, attends, mais... respire là, joue, bouge, tu vois. Alors, les comédiens qui sont beaucoup au théâtre, eux, ça les concerne pas du tout. Tu vois, Céline Ronté, tout ça, même Christophe et tout, ils sont tout le temps en train de jouer sur scène. Ouais. Donc, donc, je pense qu'ils ressentent jamais ce moment-là. Puisque, tu vois, ils sont tout le temps en training corps aussi. Alors que moi, je fais moins de théâtre depuis que je suis maman, depuis 10 ans. En gros, et enfin, si j'ai fini une pièce quand ma fille, elle a 11 ans et demi, mais quand ma fille est née et quand elle avait 1 an et demi, tu vois. Mais ça fait 10 ans que j'ai pas joué au théâtre, mais volontairement, parce que j'ai refusé, j'avais quelques pièces sympas, mais une qui était à Lyon pendant 2 mois, je me sentais pas de laisser mes gosses à Paris, tu vois, 2 mois et tout ça, et ni de les emmener et qu'elles soient loin de leur père, enfin bon, bref. Et puis ensuite, aussi de jouer tous les soirs et de pas être à la maison. Enfin, j'avais pas envie de ça. Carrément. Je remonterai sur scène plus tard, j'ai le temps, la dernière, elle a 8 ans, dans 10 ans, elle est 18 partie, ans, ciao maman. Voilà, je referai du théâtre. Mais voilà, et en tout cas, pour les tournages, du coup, j'ai ressenti ça à un moment donné quand même. J'avais l'impression d'avoir un côté un peu... statique. Ouais, un peu statique, quoi. Ouais. Donc, parfois, je faisais des stages de cirque ou des choses qui te remettent un peu dans ton corps. C'est trop ça, des stages de cirque? Ça se c'est présente comment? du cirque et mime. C'est du cirque de clown, en fait. C'est pas du cirque des acrobates. Ouais. C'est fais clown une Oui, voilà, tu je passe un petit poirier. Remarque, je peux, hein, mais voilà. Et bon, du coup, des choses comme ça, tu vois, ou des ateliers casting, ou des trucs. Pour réapprendre à dialoguer avec ton corps. Ouais, voilà, entre autres. Ok. Comment t'es devenue comédienne? Oh là, alors j'avais 7 ans. Et en fait, d'abord, j'avais 6 ans. J'avais fait quelques cours de danse dans le quartier où j'ai grandi, dans le 13e arrondissement, dans le quartier chinois. Et en fait, la prof disait, oh là là, elle est hyper douée, il faut qu'elle aille au conservatoire et tout. Bon, je vais au conservatoire et là, elle dit, oh, elle est hyper douée, il faut qu'elle aille à l'opéra. Bon, donc je passe au concours de l'opéra, je suis prise, sauf que j'ai 7 ans. Et en fait, ils prennent qu'à partir de 8 ans. Parce que tu peux pas, à 7 ans, t'es encore trop petit pour faire 4 heures de danse par jour. Donc, ils m'ont mise dans une école à mi-temps qui s'appelle l'école des enfants du spectacle. Okay. Une école, il y avait Patrick Borg d'ailleurs, mais bon, avant moi quand même. Et où il y avait Aznavour aussi. Oh. Donc, tu vois, l'école, je crois qu'elle est de 1905 ou un truc comme ça, tu vois, elle est vieille. Et donc, je me suis retrouvée dans cette école avec une grosse partie des gens du doublage actuellement qui étaient comédiens enfants, Emmanuel Garigeau, Alexandra Garigeau, il y avait Josso, il y avait Mathias, il y avait Hervé Ray, il y avait toute une clique, quoi. Il y avait Maël d'Avant-Soulas qui est parti au Canada, il y avait Alexis Thomasian qui est un de mes meilleurs amis et on était ensemble, on était tout le temps, en plus on était les deux avec 1 an d'avance tous les deux. Donc on était les deux les plus jeunes de la classe et on était inséparables, enfin, voilà, on se marrait bien. De tout le collège. Donc, t'es rentrée pour la danse. Donc, moi, je suis rentrée pour la danse. C'est l'opéra qui m'a mis là, tu vois. C'est une école publique, en plus, qui est gratuite et tout, mais très dur d'y rentrer. Donc, je me suis retrouvée dans cette école. Et en fait, ils me disent, bon, le théâtre, la danse commence l'année prochaine. Mais à l'école, le but, c'est pas de glander. Donc, ils te demandent absolument de trouver des activités l'après-midi. C'est pas genre tu finis à midi, puis tu rentres regarder la télé, quoi. Donc, mes parents, ils savaient pas trop. Tu vois, mes parents, ils bossaient chez Air France. Ils n'ont rien à voir avec le milieu artistique. Ils disaient, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, en face de l'école, il y avait un petit cours de théâtre où il y avait d'ailleurs Benoît Magimel, Virginie Ledoyen, qui étaient aussi à l'école. Et donc, ils disent, on la fout au théâtre. Non, mais par rapport aux horaires, c'est pratique. Elle traverse la rue, elle y va toute seule. Parce que les activités n'étaient pas dans l'école. Donc, c'était compliqué. C'est vrai que les parents viennent te chercher, t'emmènent ailleurs. Enfin, tu vois, à 7 ans, je me baladais pas totalement toute seule. C'est marrant ce bullying, ce ricochet de circonstances en fait. Ah oui, alors moi, ça c'est ma vie, elle est que comme ça, moi. Donc je me suis retrouvée au cours de théâtre, il y avait Valérie Ciclet aussi. Ah, marrant.
Je fais du théâtre et un jour, il y a un casting pour les grandes de 12 à 15 ans pour Le Malade imaginaire avec Michel Bouquet. Et moi, donc, j'ai 7 ans, j'ai rien à y foutre. Et en fait, mes parents étaient tout le temps en voyage, j'étais hôtesse de l'air et pilote de ligne, donc ils n'étaient pas là. Et j'avais une nounou qui nous gardait avec mon grand frère à la maison. Et puis la nounou, elle savait pas qu'il n'y avait pas cours de théâtre. Tu sais, j'avais pas vu le mot, quoi. Donc moi, je sors de l'école, j'arrive au cours de théâtre et la prof me dit « Ah mais non, il n'y a pas cours aujourd'hui, j'emmène les grandes faire un casting. » Donc elle essaie d'appeler sur le numéro de la nounou, qui ne répond pas, qui était partie faire des courses, bref. Et du coup, elle veut pas me laisser dans la rue, donc elle me trimballe au casting. Donc le casting, c'était au théâtre de l'Atelier. Et elle me trimballe au casting, comme ça. Et moi, j'attends dans le hall, parce que tu vois, j'étais beaucoup trop petite pour le truc. Donc j'attends, j'ai un bouquin, bon. Et puis en fait, le metteur en scène, Pierre Boutron, il sort, et puis il voit une toute petite qui attend. Il fait « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je fais « J'attends, ça se voit pas. » J'étais un peu grande gueule. Et puis il rigole, et puis il dit « Tu veux passer le casting ?» Où je dis « Ouais, ça m'occupera. » Et en fait, je passe, mais vraiment, quoi. Et donc, je passe le casting. Mais c'était absolument, j'ai rien à foutre là, tu vois, c'était pas du tout prévu. Et je suis prise. Tu vois. Et surtout qu'ils n'en prenaient qu'une. Parce qu'en fait, il y avait déjà 3 Louisons. C'était Louison dans le Malade imaginaire. Il y avait déjà 3 qui étaient en tournée avec Bouquet. Et moi, j'étais juste, il fallait une 4e parce que la DAS avait dit non, c'est pas assez, il y a trop de dates, il faut une autre Louison en plus. Mais comment ils ont fait pour l'âge ? Enfin, t'étais visiblement plus jeune. Ouais, alors moi, la robe des filles, parce qu'on a toutes la même robe, les 4 en alternance, tu vois. Et moi, elle traînait par terre, tu vois, les vidéos, elle arrive en bas alors qu'elle, ça arrive au genou. Tu sais, c'est une petite robe qui arrive au genou pour les petites filles. Moi, t'imagines, entre 7 ans, enfin, le temps que je joue, ça faisait quoi, 7 ans et demi, presque 8 ans, et 15 ans la plus grande, mais il y a un monde. Enfin, tu vois, la plus jeune avait 12 ans, mais déjà même entre à peine 8 et 12, c'était déjà énorme la différence, tu vois. Donc j'étais minuscule. Et voilà, et en fait, ça s'est hyper bien passé. Bouquet, du coup, il m'a adorée, tu vois, il était, mais elle est trop... Parce que j'étais évidemment toute petite par rapport aux autres. Ouais. Donc j'ai fait la filmée, j'ai fait la dernière, j'en jouais 3 par semaine quand les autres en faisaient que 2. Enfin, tu vois, il me kiffait trop. Et puis voilà, et en fait, c'est lui qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Parce que du coup, je suis pas rentrée à l'opéra, parce que la pièce, elle devait durer 3 mois, elle a duré 2 ans. C'était un carton, on partait en tournée, on revenait, on repartait en tournée, on revenait au théâtre de l'Atelier, au théâtre Héberto et tout. Ah ouais. Donc en fait, entre-temps, en plus, il y a un agent, à l'époque, les agents allaient beaucoup au théâtre. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça se fait moins, mais ils allaient beaucoup au théâtre, ils découvraient les talents. Et à l'époque, il y avait une agent qui s'appelait Marie-Pierre Vatio, qui a arrêté malheureusement, mais qui était hyper forte, et qui est venue me voir, elle me dit « Ouais, tu voudrais tourner ?» Je dis « Ok, tu vois. » Et du coup, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'enfants comédiens, surtout à mon époque, tu vois, maintenant, bon, c'est beaucoup démocratisé, il y a tous les gamins font du théâtre et tout, mais à l'époque... Donc, je me suis retrouvée dans son agence, et là, je me suis mise à tourner, mais vraiment, j'arrêtais pas. Enfin, donc, quand je tournais pas, c'est parce que... Adieu la danse, quoi. Mais alors, je continue au conservatoire, donc avec quand même un bon niveau, mais en fait, du coup, je n'ai pas rentré à l'opéra. Et à 10 ans, j'avais toujours ma place, entre guillemets, après les 2 ans de la pièce. Okay. Et du coup, je me disais, est-ce que je fais ou pas ? Et en fait, Michel Bouquet m'avait dit, mais non, mais fais pas ça. C'est un métier hyper dur. Enfin, tu sais, dans la mentalité. Et moi, j'ai toujours été un peu bonne poire. Tu vois, je suis pas compétitive du tout. Okay. J'ai jamais été compétitive, tu vois. Moi, enfin, je veux dire, s'il y a un casting pour une meuf 35-40 ans, machin, un peu péchu, machin et tout, je vais appeler toutes les copines qui correspondent. Tu vois, je suis pas du tout... J'ai pas du tout ce truc de compétition. Je suis ravie quand mes copains tournent. Enfin, j'ai jamais eu... Voilà. Et chez les comédiens, il y en a, mais c'est pas forcément la majorité. Tu vois, je trouve aussi des gens comme moi, en fait, qui sont pas forcément hyper compétitifs. Après, il y en a qui le sont vachement, évidemment. Il y en a qui, comme on dit, qui rayent les dents, qui rayent le parquet et tout ça. Évidemment, il y en a plein. Mais en danse, on a beaucoup plus. Et en fait, c'est vrai qu'avec je trouve l'ambiance classique. Et c'est vrai qu'après, en grandissant, du coup, je suis pas allée à l'opéra, je suis restée chez mon agent et tournée. Et du coup, en tant qu'enfant comédien dans l'école, où ils m'ont gardée. Mais j'avais les danseurs de l'opéra dans mon école. Et pour le coup, du coup, j'ai appris à les connaître en grandissant. Tu vois. Et là, tu sais, quand on te dit les lames de rasoir dans les chaussons et tout, c'est pas des blagues. C'est genre du vrai, quoi. Tu peux penser au film avec Nathalie Portman. Ouais, mais c'est ça, hein, c'est pas des conneries, c'est pas genre dans un film, tu vois, c'est vrai. Et c'est vrai que moi, je suis pas du tout comme ça, mais pas du tout. Ouais, souffrir pour réussir. Et puis tu vois, je serais déjà à la retraite depuis longtemps. Ouais. Enfin, tu vois, alors que... Donc j'ai bien fait écouter Michel Bouquet, c'est lui qui m'a dit, ne fais pas ça, t'es doué, il faut que tu continues là-dedans. Bon. Ouais, tous les chemins mènent à... Donc c'est lui, en gros, qui m'a finalement fait partir dans cette voie-là, quoi. Et le doublage, t'es arrivé quand ? Et le doublage, c'était toujours au théâtre en jouant avec le papa d'Elisabeth Ventura, Claudio, qui en fait m'a dit, m'a attendu à la sortie du théâtre. Il était venu me voir jouer. Enfin, me voir, pas moi, mais il était venu voir Le Malade imaginaire.
Et en fait, à la sortie, parce que je te dis, j'ai fini la pièce, j'avais 10 ans, quasiment, tu vois, 9 ans et demi, quoi. Enfin, j'avais 10 ans, quoi. Et donc, vers 9 ans et demi, à la fin de la pièce, il est venu m'attendre à la sortie, il m'a dit, oui, est-ce que ça te dirait de faire du doublage? Et moi, je me rappelle que je lui ai dit, je sais pas ce que c'est, mais pourquoi pas? Mais parce qu'en fait, j'avais 9 ans et demi, moi, je savais même pas qu'on doublait les trucs. Tu sais, je croyais que les gens, ils parlaient français. Bah ouais. Mais tu sais, quand t'es tout petit Mais comme carrément. ça, tu vois, moi, Puis aujourd'hui, on a vachement accès à la VO. À l'époque, zéro, quoi. Mais c'est ça. C'était VF partout. Donc là, on est fin des années 80, presque 90, tu vois, et tu vois, il n'y a que de la VF, il y a 5 chaînes, tu vois, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Donc moi, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est le doublage? Je vois pas ce que c'est, tu vois. Et donc voilà, et puis ma mère qui était là, elle dit, ah bah écoutez, oui, bah, elle voyait pour le coup, elle a compris que c'était pas eux qui parlaient, hein, que c'était pas la vraie voix de Burt Lancaster. Mais donc elle me dit, bah je sais pas, oui, pourquoi pas. Et en fait, il passait, c'était le remake du Grand Chemin. Ouais. C'était, ça s'appelait Paradise. Et bon, le film était pas mal, mais enfin, c'était rien à voir avec le film français qu'on a fait nous, qui était beaucoup plus trash et beaucoup plus poignant, tu vois. Là, c'était très aseptisé. Et en fait, j'ai fait je faisais la petite fille dedans, tu vois, un des rôles principaux avec donc moi, c'était Tora Birch. Ouais. Et le garçon, c'était Elijah Wood. Ah bon, déjà. Alors à l'époque, c'était Alexis Thomasian qui le doublait. Ok. Jusqu'au Seigneur des Anneaux, je crois que c'était toujours été Alexis. Ok. Et puis après, à partir du Seigneur, ça a été Alexandre. Ouais. Et donc voilà, et donc c'était notre premier doublage à tous les deux, ensemble, et on était dans la même classe en plus. Donc voilà, vous vous connaissiez, donc ça devait être. Voilà, donc c'était trop confort, cool. Ouais. Et on a. C'était qui le DA? Et ben c'était Claudio, tu vois. Ah ouais, ok, directement. Okay, voilà, d'accord. c'était lui qui cherchait une petite fille, et Elisabeth, elle a 2 ou 3 ans de moins que moi, je crois. Ouais, 2 ou 3 ans de moins que moi. Et donc, aujourd'hui, ça n'a pas d'incidence. Mais quand tu as 10 ans ou 7 ans, ou 8 ans, tu vois, c'est énorme la différence, tu vois. Donc, forcément, il pouvait pas prendre sa fille du tout. Et puis après, sa fille a commencé à faire du doublage aussi. Puis après, elle travaillait aussi avec son père, tu vois. Mais au tout début, elle pouvait pas de toute façon faire le rôle, quoi. Donc voilà. Marrant. J'ai reçu Cyril Artaud récemment qui était dans la fratrie de La Vie à 5, Ah ouais. tout comme toi. Tu te rappelles de tes premières sensations sur une rythmo? C'était pas à ce moment-là, hein. J'avais déjà 15 ans sur La Vie à 5, donc j'avais déjà 6 ans de bande rythmo. Wow. Donc je peux pas te dire ma première sensation. Cyril Artaud commençait, il a commencé après moi. Ouais, il a commencé sur cette série, je crois d'ailleurs, à peu près. En tout cas, c'était son premier grand rôle. Oui, voilà quoi. Ouais. Mais non, moi j'avais déjà fait beaucoup de rythme parce que je doublais les jumelles Olsen depuis que j'ai 12 ans. Ah ouais. À la Sophie. C'était dans quoi leur série là? J'en ai fait 30 des films avec elle, quoi. Il y avait Les Jumelles sans mêle, Totalement Jumelles. La famille, quelque chose de la famille. Alors, tout sauf celui-là, parce que celui-là, elles sont nées dans la série. Donc moi, j'avais 6 ans, je faisais pas encore de doublage. Okay, on a 6 ans d'écart avec elle. Donc j'ai 6 ans de plus, et là, je faisais pas encore de doublage. Elles sont nées dans la série. C'était, je crois, mais je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est Magali Barnet qui les faisait et qui devait certainement faire un autre rôle en plus. C'était à la Sophie. Non, pas Notre Belle Famille, comment ça s'appelait? Ouais, La Fête à la Maison. La Fête à la Maison. Yes. Ah, bien joué. Ouais. La Fête à la Maison. Et après, à part ça, je les ai doublés dans tout. Ok. Dans tout. Et donc, du coup, je les doublais depuis que j'avais 12 ans à peu près. Et c'était toujours des films avec... je faisais les deux. Donc, tu vois, c'était chaud, quoi. Je me répondais et tout ça, je faisais les deux. Et c'était des films où elles parlaient non-stop. Donc, en tant que comédien, enfin, tu vois, en termes de lignage, j'avais 600 lignes par film. Et j'avais 12 ans. Tu faisais un truc différent ou tu... Ouais, un tout petit peu. Ouais. En fait, les Américains n'avaient pas voulu de faire de différence. Ils me disaient, oui, en anglais, ils ont la même voix, je veux que une même comédienne et qu'ils ne fassent pas de différence. Mais moi, je trouvais qu'elles avaient... Alors, comme je faisais une vraie différence dans le jeu, je trouve que dans la voix, du coup, sans forcément le penser, ça se sentait un peu. Parce qu'il y en avait une que je prenais beaucoup plus garçon manqué. Ouais, Mariquette, écoute, tu me saoules. Elle était plus garçon manqué. Et l'autre, c'était plus... girly. Oui, girly. Enfin, Mariquette, je la prenais plus grave. Et Ashley, je la prenais plus aiguë, plus... tu vois, j'aime le rose, je vais mettre une petite jupe. Tu vois, elle était plus girly. Ok. Donc, en fait, du coup, de ce fait, ça faisait des voix quand même un petit peu différentes. Et c'était drôle parce que, justement, parfois, les gens me disaient « Ah bon, mais tu faisais les deux, genre... alors que je changeais pas vraiment ma voix, mais comme ça changeait... Alors, c'était le plus beau compliment que vous pouvez me faire parce que, du coup, comme je changeais en termes de jeu, du coup, je me disais « Ah, super, ça a fait des différences. » Mais donc, sur La Vie à 5, j'avais déjà 4 ans de rythmo avec des 600 lignes. Et comment t'as senti tes premiers rythmos, en fait? Quand t'es gamin... Tu te poses même pas la question, t'y vas? Ouais, t'as pas de... Moi, je me sentais libre de jouer, tu vois. Après, je jouais, je tournais beaucoup.
Il n'y avait pas une histoire de c'est chiant de lire alors que je suis obligé de monter. Non, mais en fait, tu le fais instinctivement. Ouais. Tu vois, après, tu montes. Et puis moi, nous, on a grandi, enfin, tous les gens que j'ai cités avant, on a tous grandi à la Sophie, qui était une super école, mine de rien, tu vois, avec aussi Valérie Ciclet, Barbara Tissier, Hervé Ray et tout. Et on a une technique, je pense, aujourd'hui, que personne n'a vraiment plus. Parce que justement, ces années à la Sophie, bouffé de la rythmo tout où on a tout bouffé de la rythmo comme des dingues, où on faisait parfois 4 produits dans la journée, où on y allait en lecture directe. Moi, je faisais des séries entières avec Marie-Eugénie. Marie-Eugénie Maréchal, on faisait des séries toutes les deux entières où on ne savait même pas. On arrivait, on faisait bon, tu t'appelles machin, ok. Ils mettaient le rouge et bam, et on doublait comme ça. Et on avait 14 ans, quoi. Donc en fait, ça te forge à un truc où on voit tout de suite. On était tout le temps à l'image. Après, moi, j'ai une très bonne mémoire. Donc, déjà, dès que je lisais la boucle une fois, souvent, j'aime bien la lire 2 fois. Mais du coup, après, presque, je connais mon texte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dès que ça arrive, je me dis, ah oui, c'est cette phrase-là. Je pars vite fait en bas, mais en fait, après, je fais toute la phrase en haut quasiment. Enfin, tu vois, mais comme Garrigo, comme tout ça, je pense qu'on a vraiment été, ce noyau-là, élevé comme ça. Et je me rends moins compte sur moi, j'ai pas le recul sur moi, tu vois, mais je vois sur mes copains, sur Donald, Alexis, tout ça, toute cette bande-là, ils ont une technique que aujourd'hui, même les très bons, même les nouveaux qui sont très bons, n'auront jamais. Il y a un truc qu'on s'est fait qu'on peut pas avoir aujourd'hui, je trouve. Il y avait un entraînement intensif, en fait. Ouais. Et puis je peux te dire, moi je me rappelle avoir doublé un dessin animé, enfin un énième dessin animé de Alice au Pays des Merveilles. Ouais. Et où je faisais Alice et j'avais, je sais pas, peut-être 14 ans, quoi. Et je me retrouve, ma mère qui me dépose au studio en bas, rue Lincoln, je crois, dans le en bas des champs. Lincoln, ouais. Voilà. Et j'arrive. Et puis elle me dit, bon, bah, ce soir, tu sais, je t'ai convoqué journée, elle restait pas, elle avait autre chose à faire, tu vois, mais déjà, gentille, elle m'avait emmenée, j'avais quoi, 13 ans, tu vois, 14 ans, je sais pas. Et elle me dépose, et moi, je me souviens, je monte, j'étais dans le studio tout en haut, et là, je me retrouve au milieu de monstres, tu vois, de monstres du doublage hyper balèzes et tout. Et ils me font, bon, bah, tu sais jamais ce que tu fais quand t'arrives, tu vois, bon, bah, on fait Alice au Pays de Merveille, en dessin animé, bah, t'es Alice. Ok, moi j'avais une petite voix, tu vois, en plus à 14 ans, je sonnais réellement 9 ans, 10 ans, tu vois, naturellement, sans forcer. J'étais ok et tout, bref, et puis on y va, et puis là, je vois, ils mettent le rouge, quoi. Ah ouais. Et t'es là, tu fais, oh waouh. Et sans regarder les boucles. Eh ben, tu regardes pas les boucles avant, et là, en fait, t'es au milieu de monstres sacrés qui ne se plantent jamais. Et toi, t'es là, je peux te dire que tu serres les fesses en mode genre, il faut pas que je me plante, je veux pas retarder tout le monde, tu vois. Et en fait, du coup, t'es dans une concentration de ma boule, et puis, bah, en fait, T'apprends de ouf. Bah ouais, tu vois, on fait plus ça maintenant. Et tant mieux, d'un certain côté. Enfin, je te dis pas que c'était bien, tu vois. Mais ça a eu le mérite de vous apprendre quelque chose. Oui, voilà, tu vois, et c'est pour ça qu'après, on est devenu dans un niveau de technique, je trouve, ce noyau-là, tu vois, Marie-Eugénie et tout, qui a un niveau que les autres arrivés en 2000, même très bons, n'ont pas eu. Ces golden years, tu vois, en gros, avant de 89 à 2000, tu vois, qu'on a eu, je trouve que ces années-là, elles étaient complètement dingues, quoi. C'était vraiment... Et puis, c'était une autre ambiance. On enregistrait tous ensemble. Pour 30 lignes, tu restais toute la journée. Ça, mais oui. Mais c'était génial. Moi, j'adore ça. J'en ai rien à foutre d'être en track. J'ai pas envie d'être en track, tu vois. On était... C'était trop cool. On sortait, parfois on tapait le poker dans les couloirs en attendant que ce soit à toi. D'un coup, c'est l'autre qui allait diriger parce que lui, il voulait aller prendre un café à côté. C'était n'importe quoi. Mais c'était hyper drôle, quoi. C'était convivial. Ouais, c'était convivial. C'était une ambiance de fou. Moi, j'adorais, gamine. J'adorais. Tu vois, je me suis retrouvée sur un dessin animé aussi, pareil, où je serrais bien les fesses. C'était Caroline et ses amis. Ouais. Et j'avais genre 13 ans. Et je me souviens, je devais avoir 13 ans parce que je passais le... Ah non, peut-être 14. Ah non, je sais plus. Moi, j'ai l'impression que je passais le brevet, je sais plus. Et j'étais avec Brigitte Lecordier, Michel Vignier, Michel Mella. Tu vois, et ça carburait. Les mecs, c'était des brutes. Ils faisaient chacun 2 rôles. Et moi, je faisais juste Caroline, qui était un peu gnangnan, tu vois, qui était un peu mais non, les enfants, il faut pas faire ça, tu sais, machin et tout. Mais mais j'avais trop peur de me tromper. Je me retrouvais avec les mecs. Vu la team, je pense qu'ils t'en auraient pas voulu des masses. Non, mais bien sûr. Puis ils m'adoraient. Enfin, tu vois, ils étaient hyper mignons. C'était vraiment des papas pour moi. Il y avait une connivence avec eux et je les admire toujours. Pour moi, c'est très, très des immenses comédiens. Et j'ai beaucoup appris d'eux. J'ai tout appris d'eux, d'ailleurs. J'ai complètement tout appris de ces gens-là. Tu dis que tu t'étais focalisé sur
ta technique est pas ratée et tout, mais tu devais Ah quand mais même non, mais apprendre c'était c'est comme une tout. éponge, quoi. Ah mais Ouais. j'ai tout appris d'eux. Ouais. Et en fait, c'était et aujourd'hui, c'est pour ça que je te dis qu'il y a plus ce niveau-là, parce que depuis les années 2000, on n'est plus comme ça, aussi nombreux à la barre. Tu vois, on n'est Ouais. plus, tu te retrouves plus avec tous ces cadors. Or, en fait, c'est comme ça que tu apprends, je trouve. C'est en étant avec complètement. des cadors que tu deviens un cador, tu vois. Barbara Tissé m'a dit la même chose. Et pas en étant un par un, quoi. Ouais. Et donc voilà, et ces gens-là, c'était incroyable. Et Brigitte de Cordier, après, c'est elle qui m'avait, j'ai passé le bac à 16 ans, du coup. Et c'est Brigitte qui me faisait réviser, je me souviens, dès qu'on faisait des séries ensemble, on se retrouvait, dès qu'on avait 3 boucles, on sortait, puis elle me disait, allez, on travaille, hein, on travaille. Et elle me faisait bosser mon bac pour que j'ai mon bac, tu vois, parce que j'étais par correspondance. Je bossais tellement, je tournais, machin, c'était impossible d'aller à l'école. Et même l'école à mi-temps, j'avais plus le temps. Tu vois, donc j'avais passé le bac première terminale par correspondance, et en fait... C'était Bribri, ta tuteuse. Ouais. Trop bien. Non, mais c'est vrai, vraiment, elle m'appelait mon petit tas de farine, parce que j'avais une vie d'ado, donc je sortais en boîte, machin. J'arrivais en plateau, j'avais dormi 2 heures, j'étais éclatée, voire j'avais pas dormi. Et j'étais là, j'avais des cernes, j'étais toute blanche, d'où le surnom tas de farine. Et en fait, elle me faisait bosser en plus entre les boucles pour pas que je lâche. Écoute, elle a bien fait. Bah, bravo et merci à elle. Mais ouais. T'es l'une des seules du métier à avoir un site. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Ah bon? Je connais plein de gens qui en ont. Ah ouais? Ah si, tu veux dire à mon nom Ouais, je dis l'une des seules. Il doit ah y en avoir quand même. Bah après, ah oui, parce que... Ah oui, du métier, mais pas du métier de comédien, du métier de doublage, tu veux dire. Dans le doublage, ouais. Ah, dans le doublage, oui, parce qu'ils tournent pas forcément, donc ils ont une démo doublage, et après c'est tout. Ouais. Mais comme moi, j'écris aussi un peu, que je tourne... C'est quoi les avantages d'avoir un site? Bah, c'est parce que ça regroupe tout. C'est pour ça. Parce que sinon, parce qu'avant, je l'avais pas. C'est récent, c'est Paul, un copain qui me l'a fait. Parce qu'en fait, et c'est lui qui m'a proposé, il me dit, mais enfin, et je lui dis, ah oui, mais t'as raison. Parce que je sais plus comment ça s'est fait. Si, parce que je devais envoyer à des Américains, je crois, pour un casting, justement, international en anglais. Alors, j'ai un accent, hein, j'ai déjà tourné en anglais plusieurs fois, mais avec un accent français, je fais des rôles de française, je suis pas comme mes filles qui n'ont absolument pas d'accent. Moi, j'en ai un. Mais je sais plus ce que c'était, mais ça remonte à quelques années, peut-être moins 6 ans, je sais plus, bon bref. Et puis il m'a dit, plateforme pour leur envoyer? Non, voilà, et puis il me dit, mais enfin, tu vas pas mettre dans le lien, alors, ma démo doublage, ma démo comédienne, ma démo pub, ma démo, tu vois, c'était complètement, parce que j'ai ma démo pub tournage aussi, enfin, qui est une autre chose que je mets pas dans ma démo comédienne, parce que c'est toujours un peu surjoué. Donc, je le sépare quand même, tu vois, parce que c'est un peu comme en doublage. Quand tu mets de la démo doublage, tu mets pas trop. Enfin, moi, je conseille jamais trop de mettre la pub parce que ouais, ça donne un truc un peu. Et maintenant, tu vois, alors qu'on peut le faire, mais comme enfin, je veux pas que ça s'associe, bref. Donc voilà, donc en fait, sur le site, du coup, et puis après, tu mets les photos. Tu vois, et puis pour les télécharger, c'est souvent trop lourd. Tu vois, dans le mail, quand tu l'envoyais en bonne qualité. Ok, d'accord. Donc en fait, c'était hyper simple parce que du coup, j'avais mon CV, le lien vers mon agent. Ma démo acting, ma démo doublage, ma démo, tu vois, mon CV d'écriture, ma démo pub, toutes les photos. Tu vois, donc, c'était vachement plus simple, quoi. Donc, moi, c'était même pas mon idée, d'ailleurs, c'était l'idée de mon pote. Et puis, je dis, mais en fait, t'as trop raison. Et du coup, ça me sert, tu vois, quand tu vas l'envoyer, surtout à l'étranger. Ok. Plus à l'étranger qu'en France, mais en France, ça m'est déjà arrivé, tu vois. Et du coup, tu mets tout. Ça regroupe. Ici, comme on dit là-bas. T'as aussi une chaîne YouTube. On y trouve principalement des sketchs. J'ai l'impression que tu l'as pas trop alimenté depuis un petit moment. Oula, mais le Covid. Pourquoi donc? Parce qu'en fait, j'ai que 8 vidéos dessus, hein, réellement. En fait, j'ai eu une idée de raconter des histoires aux enfants. C'est ce que je faisais le soir. Mais du coup, pas aux enfants, à des adultes, parce que je voulais pas forcément filmer des enfants, ni les miens directement, tu vois, sur des vidéos entières, tu vois, je suis pas du genre à mettre des post-it et les cacher partout sur les réseaux, je m'en fous, tu vois, mais pas les faire travailler, entre guillemets, sur des vidéos complètes de 6-7 minutes. Et puis, je voulais pas forcément engager des enfants non plus, tu vois. Je m'étais dit, oh, pour YouTube, bon... et on a eu l'idée avec Anne Duval, une copine qui bossait chez Webedia à l'époque, de faire une sorte des sketchs, des petites histoires pour enfants, mais où j'endors un adulte, mais qui est dans un grand lit immense, moi sur une grande chaise immense, comme si on était... Du coup, on paraît tout petit dans le décor, tu vois. Et en fait, j'endors un adulte. Et donc, du coup, je racontais les vraies histoires de Perrault, de Andersen, tout qui sont dans le domaine public, comme Le Petit Chaperon Rouge, Les Trois Petits Cochons, la Petite Sirène, tout ça. Donc, quasiment tous les Disney, d'ailleurs. Enfin, tous les Disney, d'ailleurs. Ouais. Je crois qu'il n'y en a pas un qu'ils ont créé. Peut-être Fantasia.
mais je crois que c'est tout. Pixar, après c'est autre chose. Pixar, c'est que des créations, mais Disney, je crois qu'il y a que Fantasia, je crois. Les fans seront mieux que moi, mais en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Taram, chaudron magique. Peut-être Taram, ouais. Mais enfin, peut-être, en tout cas, il y en a moins de 5. Oui. Ça tient sur les doigts d'une main maximum. Et donc, du coup, tout cela était utilisable, en fait, mais je racontais les vraies versions. Par contre, pas les versions aseptisées, justement, reprises par Disney, ce que je peux comprendre, parce que La Petite Sirène, par exemple, c'est trash, tu vois. Ouais, tout est trash. C'est trash. Mais du coup, je racontais les vraies versions. Alors, pareil, dans les moments très trash, en édulcorant un petit peu quand même, parce qu'on ne peut pas traumatiser non plus les gamins. Et voilà, et en fait, l'idée, c'était juste que les enfants, souvent, dès qu'ils savent lire, on leur lit plus d'histoire. Ouais. Tu vois, à partir du moment où ils ont 7 ans, ça y est, ils savent lire, donc va lire ton livre. Alors que, en fait, c'est un moment de partage qui était, je trouve, hyper sympa, tu vois. Et même encore aujourd'hui, et même encore aujourd'hui, plus grandes, alors maintenant, ce qu'on fait, c'est quand elles sont grandes, je vais pas leur lire une histoire comme si c'était un bébé à côté, tu vois, mais on va lire le livre à 3. On aime bien faire ça, genre on prend le livre à 3 dans le lit et on lit chacune notre tour une page. Ah, ok. Voilà. Ou alors, si c'est vraiment très dialogué dans le livre, on se prend chacun des rôles. Tu vois, et donc moi je lis le rôle de machin, elle de la grenouille, elle de bidou, tu vois, c'est rigolo. Ouais. Donc on aime bien ça avant de s'endormir, tu vois, ce partage-là, quoi, partager la lecture. Mais avant, au moment où je l'ai fait, elles étaient beaucoup plus petites. Ma deuxième, elle avait, c'était à 6 ans, quoi, elle avait 2 ans, tu vois. Donc là, je lui lisais évidemment les livres, même la grande, elle avait 5 ans, elle lisait pas encore, tu vois, des petits mots, mais vraiment pas de quoi lire un livre. Donc du coup, voilà, on a fait ça et en fait, juste après la 8e vidéo, il y a eu le Covid. Et on était chez nous, donc impossible de tourner. Ça a duré plusieurs mois. Après, la boîte, elle allait un peu moins bien, machin, bon bref. Du coup, ils ont mis en suspens plusieurs projets parce que le coup a été dur pour eux. Ils avaient énormément d'employés, donc ça a été très très dur. C'est les 4 mois un peu, tu vois. Okay, ouais. Et donc après, ça n'a pas été dans les projets privilégiés à reprendre tout de suite. Et puis ensuite, après, je suis partie sur d'autres choses. Puis après, ma pote est partie aussi de chez Webedia. Ok. Bon voilà, donc du coup, ça s'est resté comme ça, s'endormi, jusqu'au jour où on se dira, tiens, on remonte quelque chose. C'est possible d'ailleurs, souvent ça me manque un peu parce que c'était vraiment, vraiment sympa et on s'est bien marré. Mais. T'as ça et t'as aussi des petites conneries avec. Alors voilà, après on a fait 4 petites vidéos avec la bande. Ouais. Avec Alexis, Donald, etc. On a fait John Rachid et tout. On a fait 4 petites vidéos où en fait on s'est amusé. J'avais l'idée en fait de reprendre des scènes cultes qu'on a doublées, mais avec les comédiens VF. Ouais. Alors, sans se prendre au sérieux, parce que le but était absolument pas de dire, vous voyez ce qu'ils ont tourné dans Eight Mile, tu vois, Brittany Murphy et Justin Timberlake, Alexis et moi, on peut faire pareil. Tu vois, c'était absolument pas notre état d'esprit. En plus, on ne le pense pas. Je pense qu'ils ont plus de talent que nous. Et c'était vraiment pas ni notre mentalité, ni le truc. Voilà. Donc, en fait, du coup, on reprenait, par exemple, une scène connue d'Eight Mile. Et après, on disait les quelques premières vraies répliques de la scène, tu vois, sur la voiture, on reconstituait le truc, on essayait de s'habiller à peu près pareil, tu vois, on refaisait un peu revivre le truc, c'était rigolo. Pour les gens qui l'ont toujours visionné en français, ça doit leur faire un truc un peu bizarre, puisque c'était vraiment nos voix, tu vois, parce qu'il y a toujours une mémoire du son, tu vois, et ensuite, ça partait en détournement, en rigolant, oh, vas-y et tout. Il y avait Christophe Lemoine qui arrivait avec une chaîne en or, Antoine Chomsky, voilà. Et Antoine avait gratté, Chomsky, justement, avait gratté les sketchs. Parce que lui, c'est pour le coup un super auteur et tout. Il avait vraiment gratté les conneries et on avait fait ça. On avait fait Le Seigneur des Anneaux avec Christophe. Ouais, enfin voilà, donc avec la bande, tu vois. Bon, c'était des petits sketchs rigolos. Et on avait lancé ça. Puis en fait, après, c'était pas, on n'a pas eu le temps de se retrouver, tout le monde bosse comme des fous pour se dire, hey, qu'est-ce qu'on fait après, on réécrit, machin. Voilà. Là, on a d'autres projets, mais qui sont c'est toujours rigolo d'avoir ce genre de projet, mais c'est vrai que pour organiser, les gens se rendent pas compte à quel point c'est croix la bannière. Non, puis en plus, on voulait, tu vois, on avait des bonnes caméras, on avait un vrai son, on avait, tu vois, un boulot quand même de costumière, on avait une maquilleuse sur place, on avait, tu vois, c'était pas non plus complètement à l'arrache, on se filme avec l'iPhone, tu vois, c'était pas ça du tout, c'était quand même des petite prod, quoi. Petite prod, mais quand même une prod. Ouais. Donc, c'est quand même des frais, etc., tu vois. Donc voilà. Donc, on n'a pas... poursuivi, mais peut-être... On n'a pas poursuivi, mais on a d'autres projets. Voilà, on va faire d'autres choses, tu vois. Cool. Ouais. Donc, il n'y a que ça comme vidéo, en fait, sur ma chaîne. Donc, c'est pas... Mais peut-être que... J'étais étonnée, d'ailleurs. Je sais même pas, j'ai pas ouvert mon truc. Pas mal, hein, j'ai vu. Mais j'avais genre 75 000 abonnés, alors que j'ai mis 8 vidéos, quoi. J'étais là, genre, oh bon, ok, c'est sympa. Voilà, il y a de quoi. En revanche, t'es très actif sur les réseaux.
À quoi ça sert les réseaux? Alors, en fait, si tu regardes précisément, c'est drôle parce que mes copines me disent « Oh là là, qu'est-ce que tu es active ?» Mais en fait, si tu regardes précisément, je poste pas énormément de choses, je repartage beaucoup. Ok. C'est-à-dire que si tu regardes mes posts, t'as plus de la moitié à chaque fois où c'est que du repartage. C'est-à-dire que les gens me taguent en disant « Ah, c'est trop cool de réentendre Dorothée dans tel film. » Et je repartage en mettant un petit merci ou tu vois, c'est gentil, quoi. Ou alors, il y en a, ils se galèrent, enfin, tu vois, et tu les vois, ils ont fait un montage où ils ont pris, tu vois, là, j'ai fait j'ai doublé la version féminine de Christophe Lemoine sur Cartman, dans South Park. Et par exemple, il y a quelqu'un, de génial d'ailleurs, parce que moi, je serais incapable de faire ça, qui a pris des bouts, tous mes bouts un peu rigolos et tout de l'épisode, c'est sur un épisode, il les a montés et il m'a tagué. Donc là, évidemment, c'est génial, j'ai repartagé en faisant, merci, trop sympa, enfin, tu vois. Donc en fait, il y a beaucoup de repartages. Moi, de temps en temps, je vais mettre une photo de mon chien, une photo de mes gosses ou machin, mais c'est plus pour un moment précis, mais c'est pas tant que ça. Je partage un peu plus avec Dub School, avec l'école, tu vois, parce qu'on rencontre souvent des gens qui nous taguent aussi beaucoup, donc on repartage et tout ça, et puis ça fait plaisir en plus de repartager, mais tu verras pas mes menus. Tu regardes, si tu regardes réellement mon compte Insta, tu verras pas ce que je mange le midi. Enfin, je prends pas mes pieds en photo au bord de la piscine. Je prends pas, tu vois, tu verras jamais de story comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est ça vraiment l'abus de. C'est très rare que je parle d'une crème ou d'un truc qui me plaît. Et si je le fais, c'est complètement gratuitement. Je ne suis pas une influenceuse et je ne le serai jamais. Donc, je ne suis jamais payée par une marque pour machin. Et ça peut être plus un conseil de maman de dire putain, les gars, j'ai trouvé une crème. Franchement, elle est incroyable. Je trouve ça génial. Enfin, elle est trop cool. Et surtout, comme je fais assez produits organiques, je vais dire en plus, j'ai regardé tous les composants. Elle est good, machin. Mais ça va plus être un type que je donnerai à mes BFF, tu vois, et que je trouve ça important, la santé. Et donc, tu pourrais me voir une fois tous les 2 ans partager une crème sur mes réseaux et dire foncez, c'est trop cool. Mais sache que je ne serai jamais payée pour ça. C'est à titre complètement gratuit et passionné, tu vois, de quelqu'un qui cherche des produits, voilà, plutôt sains, tu vois. Mais c'est tout. Tu verras pas. Je vais pas prendre mon Pokéball en photo ou tout ça. Si t'as des bonnes crèmes, alors on parlera après, tu me diras. Mais pour moi, voilà, je suis pas une influenceuse, quoi. Tu vois, je suis pas présente comme ça sur les réseaux. Tu vois, je fais pas des vidéos. Tu vois, je crée pas des contenus. Tu vois, j'ai ma copine Lila Lacombe qui fait ça très bien, qui est venue. Que j'ai lancé en doublage. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai lancé. Et elle est super, c'est une sublime comédienne et aussi une sublime influenceuse. C'est vraiment 2 métiers. Elle a 2 métiers. Moi, je me considère pas du tout comme une. Tu vois, je fais pas je sais même pas le faire, de montage avec des vidéos. Et les quelques trucs que j'ai, c'est notre monteur de Dub School qui les a montés. Et qui les a. Mes vidéos TikTok, je sais même pas les poster. C'est Donald qui me les a postées. Je sais, donc c'est pour te donner mon niveau, tu vois. C'est pour ça, on a l'impression que, mais. C'est les potes qui font tout à la place. Ouais, c'est Donald. Je sais pas comment. J'ai jamais mis une vidéo TikTok. C'est Donald qui me la met quand j'en ai une à mettre, tu vois, ou un truc rigolo qu'on a fait en convention, ou un machin, je dis allez, c'est sympa, c'est rigolo, machin, ou une avant-première de Barbie, ou un truc sympa, tu vois, que je leur partageais, ou que les réseaux aussi parfois s'attendent, Warner s'attend à ce que je leur partage aussi. Tu vois, un peu par politesse aussi parfois. Clients, oui, souvent les clients, tu vois aussi, c'est pas, si tu le fais pas, ils vont pas se dire quelle connasse, tu vois, ils vont pas t'en tenir forcément rigueur, mais je trouve que c'est sympa. Puis de toute façon, ça fait plaisir. Moi, j'ai des gens qui me suivent, je sais même pas forcément pourquoi, tu vois ce que je veux dire, donc ça fait toujours plaisir de partager. Tu te dis, ils aiment bien mon métier. Un peu d'infos, je vais leur montrer le film annonce que j'ai doublé ou le machin, tu vois, je vais pas leur montrer mes pieds, mais je vais leur montrer des trucs de travail. Donc là, effectivement, et dans ce cas-là, j'attends de voir Donald que je vois régulièrement. Je dis, tu peux me poster ça? Et puis, il le fait de mon téléphone. Tu prêtes notamment ta voix aux actrices Mary-Kate et Ashley Olsen, tu en as parlé tout à l'heure. Lacey Chabert. Alors, Lacey Chabert, c'est celle qui était dans La Vie à 5 et que je connais très bien. Tu connais très bien? Personnellement, on se parle régulièrement. Trop bien. Parce qu'on s'est rencontrés quand on avait 18 ans. Enfin, là, genre 2 ans de moins que moi, donc 16 ans et moi 18. Ouais, okay. Et en fait, on s'est rencontrés, on est toujours restés en contact. Trop bien. Tu fais aussi Piper Perabo. Ouais, pas tout le temps. Il y en a d'autres qui l'ont doublé. Hein, mais je l'ai doublé beaucoup. Et puis là, je viens de la doubler surtout à l'instant sur une très très grosse série où il y aura déjà une saison 2 et tout. Mais elle n'est pas sortie, je peux pas te dire laquelle. Ah, voilà. Elsa Pataky. Ouais. Jennifer Finnegan. Mais elle ne tourne pas beaucoup, Elsa Pataky. Alors, Elsa Pataky, elle tourne pas énormément. Je la connaissais aussi, elle, quand à l'époque où elle sortait avec Michael Youn. Comme Mika est un pote, du coup, je l'avais déjà vu quelques fois avec lui, mais
Je l'ai jamais revue depuis qu'ils sont séparés. Et ensuite, Jennifer Finnegan, je la double plus du tout depuis très longtemps. Ok. Depuis, alors je l'ai énormément doublée. Je la doublais à l'époque de la Sophie sur Amour, gloire et beauté. Wow. Sur 350 épisodes, tu vois, machin, enfin bref. Et ensuite, elle a arrêté ça et elle est partie sur d'autres projets plus glorieux, voilà, on va dire. Mais elle joue super bien, j'adore. Et je la doublais dans Close to Home, Juste Cause, dirigée par Barbara Tissier. Ok. Et c'était une régalade, on s'est éclaté avec Barbara, c'était génial. Et de toute façon, j'adore bosser avec elle. Et j'ai de la chance parce que je bosse régulièrement avec elle, ça c'est cool. Et en fait, elle a après, quand elle a fait une autre série, je crois, de médecin, où en plus elle n'avait même pas un des rôles principaux, mais il y a 15, donc peut-être pas 20 ans quand même, peut-être au moins 15 ans. Ah, ça commence à chiffrer. Au moins 15 ans, et après je l'ai plus jamais redoublé. Rachel Miner. Je sais pas qui c'est. Ah, j'en ai trouvé une que tu sais pas, parce que franchement, jusqu'à moi, maintenant... j'ai aucune mémoire des noms. Non, parce que là, tu cites des noms que j'ai doublés pendant 10 ans. Bah ouais, donc, mais je veux dire, je peux pas, tu vois, je peux pas les... Rachel Miner, ça me dit quelque chose. Ouais, bah écoute, je vais dans quoi j'ai pas été tu vois, c'est quoi ces fiches, là qu'est-ce que t'es... Non. Allez. Alors, on a dit... Rachel, attendez, je vais demander à Rachel Miner. En direct, ça va. Comme un miner. Écoute, mais on mettra une photo de tes pieds en attendant. Ouais, c'est ça, de mes pieds au bord de la piscine ou de mon pokéball. Mais attends, mais... T'es sûr que c'est moi? Ouais. Ah, je l'ai vu dans la liste de tes voix. Ah, peut-être, j'ai dû la doubler une fois. Ah, ok. J'ai dû la doubler une fois, on est la même année. Enfin, on a le même âge, quoi. Bah voilà. Alors, mais ah bah non, écoute, là où je vois pas qui c'est. Mais le nom me dit quelque chose, effectivement. Mais... Annabelle Wallis. Annabelle Wallis, oui, alors elle, pareil, on s'est parlé sur les réseaux. Très sympa. Et à quelle occasion tu leur parles, en fait? Alors, non, mais Leslie Chabert, c'est parce qu'on s'est rencontrés, donc on a toujours resté en contact. C'était pour une avant-première? 2 fois par an. Non, parce qu'en fait, j'étais à Los Angeles en vacances et j'avais 18 piges et je doublais donc La Vie à 5 déjà depuis 3 ans. Ah ouais. Et en fait, je lui ai dit, j'ai envoyé. Non, comment c'est fait? Parce que Los Angeles, c'est assez grand quand même, comment t'as fait pour. Non, mais c'est parce qu'en fait, Philippe Taïeb m'avait dit, donc le patron de Big Brother, maintenant il est parti en retraite, m'avait dit, je sais pas pourquoi il m'a dit ça, mais il m'a dit, tu devrais passer sur le tournage de. À l'époque, je sais pas, les gens passaient sur les tournages. Il me dit, tu devrais passer sur le tournage de La Vie à 5 pendant que tu es à Los Angeles, que j'y passais 1 mois. Sur 1 mois, t'as le temps, tu vois. Je serais restée 6 jours. Je dis, ouais, pas bête et tout. Et puis en fait, arrivé là-bas, il me dit, écoute, t'as qu'à appeler l'agent de Leslie Chabert et tu lui parles directement. Donc je cherche sur Internet, Leslie Chabert, son agent. Je tombe sur le mec. Ouais. Et puis je dis, d'ailleurs, ça m'avait fait halluciner. J'appelle, je dis, voilà, excusez-moi, alors on ne se connaît pas. Je m'appelle Dorothée Pousseau. Et j'allais dire, je suis la voix française de Leslie. Et là, il me fait, oui, en anglais, il me dit, mais vous êtes la voix française de Leslie Chabert. Et là, je reste bloquée, je dis oui. Comme tout le monde le sait à Los Angeles. Je disais, mon agent, il sait pas qui me double en Italie, hein. Mais c'est quoi ce délire? Tu vois, j'ai halluciné quand je fais oui. Et il me dit, il me dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, mais enfin, j'ai halluciné complètement, quoi. Je dis, je suis à Los Angeles en vacances pour c'est 3 semaines, tu vois, quand j'ai appelé. Et je dis, écoutez, je sais pas, je trouvais ça rigolo, comme je double La Vie à 5 depuis des années, de savoir si on pouvait passer en petite souris sur le plateau et puis lui dire bravo. Et voilà. Et puis, puis il me dit, écoutez, je vais voir, parce que là, il tourne, c'est hyper. il tourne tous les jours. Et puis elle, je crois qu'elle était partie quelques jours. Bon, bref, il me dit, je vais voir si c'est possible. Vous restez jusqu'à quand? Je dis, genre le 24 août. Il me dit, ok, très bien. Je reviens vers vous. Il prend mon numéro, tout le monde. Et puis pas de nouvelles pendant 2 semaines. Je me dis, voilà, c'est pas grave. Enfin, tu vois, soit j'étais pas non plus, tu vois, j'avais fait comme ça par suggestion de Philippe, mais je me disais, ça peut être rigolo, mais enfin, je comprenais très bien qu'ils m'appellent. Ils ont autre chose à foutre que de rencontrer Dorothée, tu vois. Bon. Donc. Eh bien, non. Donc voilà. Et en fait, genre 3 jours avant mon départ, je reçois un appel et le mec me dit, écoutez, est-ce que vous êtes libre demain? Bon, tu sais, nous, c'était journée plage et piscine, on n'avait rien de spécial à faire. Je dis oui. Et ils me disent, venez sur le plateau parce que j'avais peut-être 19 ans. Et en fait, j'avais pas de voiture. J'avais pas loué de voiture. J'étais avec mon pote Fabrice Trojani. Et c'est lui qui avait la voiture. Je dis, par contre, tu sais, là-bas, il n'y a pas de bus, hein, c'est une tannée. Je suis avec quelqu'un parce que je conduis pas. Enfin, j'ai pas de voiture pour me déplacer. Ils me disent, il n'y a pas de problème, qu'il prenne sa pièce d'identité, il peut venir. Donc lui, il était content de voir le tournage, tu vois. Et donc, on est allés tous les deux. Et en fait, je suis arrivée et là, j'ai vu la fin d'une scène qu'elle était en train de tourner. Et à la fin de la scène, elle me voit et elle savait que je venais. Elle avait fait venir sa mère pour qu'elle nous prenne en photo.
Elle était sympa. encore plus excitée que moi. Elle était oh my god, that's so cool et tout machin. Elle était comme une dingue. Elle m'a dit du coup j'ai écouté, j'adore ce que tu fais sur ma voix, c'est trop bien machin. Enfin, bon, c'était complètement super fou. sympa. Hyper sympa. Le monde à l'envers, c'est elle qui te dit Ouais, non mais complètement, moi j'étais là, merci, bravo à toi surtout, enfin j'étais complètement. Et puis après ils avaient fait, non mais trop mignon, les Américains, ils avaient organisé une journée off sur le tournage pour que pas une journée off, une heure off, pour qu'elle me fasse visiter le plateau. Oh, trop bien. Trop mignon, quoi. Ah ouais. Et donc, du coup, là, j'ai passé une heure avec elle où on s'est baladé. Elle m'a montré, tu vois, le salon, la chambre, machin. Moi, je rentrais dans le décor d'une série que je doublais tout le temps. C'était complètement fou. Ah ouais. Et puis voilà. Et après, on est resté toujours en contact. Donc maintenant, c'est bonne année, comment ça va, tu vois. Là, on a essayé de se voir quand j'y étais, avril et mai. Mais elle tournait les 2 mois au Canada. Donc bon, voilà. Ouais, et donc elle n'a pas pu. Donc on s'est envoyé plusieurs messages et puis c'est tout. Mais elle est trop marrante, quoi. Mais pareil, il n'y a pas que moi qui la double parce que quand c'est M6, c'est moi. Okay. Et quand c'est TF1, c'est pas moi. Ok. Elle tourne encore pas mal ? Ouais. Vachement de téléfilms, tu sais, de Noël, tout ça. De Noël avec les pulls verts et les pulls rouges. Et moi, j'adore ça en plus. Ouais. Donc je suis un peu frustrée de pas tous les faire parce que j'adore. Et après, Annabelle Wallis, alors là, c'est de mon propre chef pour le coup. Je lui avais envoyé un message suite à La Momie, je crois. Non. Après La Momie, je l'ai donnée dans une série où elle était vachement bien, où on kidnappait son gosse, un truc hyper dur. Et où je l'avais trouvé vraiment bien. Et je lui avais du coup envoyé juste un petit message en disant bon, vous verrez certainement pas ce message, je suis votre voix française. Mais c'était juste pour vous dire que vraiment bravo, j'adore ce que vous faites. C'est un plaisir de vous doubler, tu vois. C'est un plaisir de travailler, d'essayer de rendre hommage à votre travail. Et voilà. J'ai écrit 3 lignes, tu vois. Et puis en fait, elle a vu le message, elle m'a répondu genre le jour même, je crois, tu vois, en mettant oh my god, merci beaucoup. Ah bah du coup moi aussi je vais aller écouter ce que tu vois, ce que tu fais et tout. C'est trop sympa. Voilà. Ouais. Vraiment trop mignon. Ah, y a et donc des gens... du coup après c'est un message parent, tu vois, c'est pas des amis, tu vois, mais c'est chou quoi. Mais en fait très souvent les Américains ils adorent rencontrer leur voix française. Je te jure, autour de moi ils étaient hyper contents quoi. Et quand ils viennent en France en convention et que souvent la convention elle organise le fait, tu sais, qu'on se rencontre et tout, mais ils sont aussi contents que nous, quoi. Vraiment, ils sont mais c'est trop cool et tout. Enfin, ouais, ils sont simples là-dessus. Enfin, c'est vrai que je trouve ça drôle. Tu t'en parlais un peu, l'optimisme américain, il est quand même, ils ont des leçons à donner quand même. Ouais, parce que t'as des gens, en fait, les Français très souvent ils disent mais c'est hyper hypocrite, c'est superficiel et tout. Tu dis oui et non. Oui et non, exactement. Moi pour le coup, pour vraiment travailler avec eux depuis de très très nombreuses années et en côtoyer énormément, parce que mes filles sont en école internationale. Okay. Donc du coup, tous les parents d'élèves, la moitié de la classe, c'est que des Américains ou anglophones, tu vois, ou anglais. C'est pas vrai parce que tu crées des vrais liens d'amitié et en fait, ils ont... oui, évidemment, le serveur qui t'apporte son chocolat, il n'est pas réellement en passion devant ton beau sourire. Et oui, certainement, mais au moins, c'est agréable. Au moins, il ne te jette pas ton café à la gueule. Exactement. Tu vois, il y a un truc qui est hyper doux, qui est hyper... en fait, qui est hyper bonne humeur, quoi. Donc, le matin, tu te lèves, les gens se disent bonjour. Voilà. Ça fait une bonne base pour une conversation. Oui, c'est ça, pour une conversation. Et puis, les gens sont souriants. Et du coup, ça te met, toi, de bonne humeur. Tu attaques ta journée différemment, tu vois. Ouais. Et après, c'est pas vrai, parce qu'il y en a plein qui sont extrêmement chaleureux, tu vois. Et c'est pas superficiel et c'est pas fake non plus. C'est pas tous des hypocrites, tu vois. Loin de là, quoi. Il est bien de le rappeler. Il est bon. C'est quoi une bonne interprétation ? En doublage ? En doublage, pour moi, c'est un doublage qui ne se voit pas. Pour moi, un bon doublage, c'est un doublage où tu ne sais pas que c'est doublé. Enfin, tu oublies, en tout cas. Tu oublies que c'est doublé. Tu le sais, puisque si tu entends parler français et que tu vois Richard Gere, bon, tu le sais, mais je veux dire, tu oublies. Et à partir de ce moment-là, quand tu n'es que sur le film et que tu oublies totalement, c'est-à-dire que rien ne te sort du film. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une grosse label alors qu'il n'y en a pas, ou tu vas te dire, c'est pas synchrone, ou qu'il y ait... une projection qui soit pas respectée parce que c'est beaucoup trop fort et que du coup ça sort de l'image, donc ça te sort de l'histoire, ou un jeu qui est pas le bon jeu et ça va pas dans les yeux, donc ils sont pas raccords, ou tu vois, ou un mec qui court et toi tu l'entends pas courir, donc du coup ça te fait bizarre à l'oreille, ou t'as pas le suivi du corps. Bon bah s'il y a un de ces 4 points qui est pas respecté, souvent ça peut te sortir d'un doublage et du coup tu te dis c'est doublé, et du coup résultat c'est pas forcément très bon doublage, quoi. Pour que ce soit de qualité, c'est que tu oublies totalement et tu es porté que par l'histoire, quoi. Mais pareil pour l'image, en fait, même si c'est pas doublé. C'est pour moi, un bon film, c'est un film qui te fait voyager, c'est un film qui te transporte. Où tu oublies que c'est joué, quoi. Où tu oublies que c'est joué, où tu y crois, où chaque émotion est vécue toi aussi à l'intérieur, et que
et que tu vas pleurer pour ton héros, que tu vas rire pour lui, que tu vas voyager, quoi. Quel est ton sentiment sur le terme doubleur? Bon, moi, je m'en fous avec ça. J'ai jamais eu de... Oui, on fait du doublage, donc on peut être des doubleurs. Enfin, tu vois ce que je veux dire, j'ai pas ce discours qu'avait notre feu Éric Le Grand Éric le Grand, au demeurant, que je respectais beaucoup. Mais bon, moi, parfois, il s'énervait. En plus, il s'emportait dans des trucs où tu te dis, attends, détends-toi, les gens sont bienveillants. Quand ils viennent te voir et qu'ils disent, vous êtes mon doubleur préféré, qui sont tout mignons, l'agresse pas. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai, enfin, je dirais, il est adorable comme tout. En plus, ça a pas de... C'est parce que toi, tu es dans le métier que tu sais on dit comédien de doublage et qu'on dit pas doubleur, parce que doubleur, ça va être plutôt une doublure cascade. En fait, un doubleur, il va plus être un doubleur lumière. Tu vois, sur un tournage, il y en a. Parce que tu vois, les stars, souvent, elles n'attendent pas. Moi, j'avais daté, pour le scoop, le doubleur de Tom Cruise. Oh. Et franchement, c'était son clone. La doublure lumière? Doublure lumière de Tom Cruise à Los Angeles. Alors, je l'avais rencontré à Los Angeles. Bon, notre idylle avait duré 1 mois. Hein. Mais on peut dire que j'avais l'impression de taper Tom Cruise pendant 1 mois quand même. Ouais, franchement, bon, j'avais 20 ans, j'étais gaulée autrement. Sur le CV. Mais franchement, j'étais là, mais attends. Et c'était sa doublure. Et franchement, d'ailleurs, les gens se retournaient dans la rue parce que c'est Tom Cruise, parce que c'était son clone. Ils avaient trouvé le mec vraiment. Mais tu sais, la poteau. Ça me rappelle, il y a 25 ans. Hein, tu l'as vu quand. Comment il s'appelle? Ben Stiller. Ouais. Ils avaient fait une vidéo avec Ben Stiller et Tom Cruise, où Ben Stiller, il est en Tom Cruise et il fait comme s'il était Tom Cruise et il répond à l'interview comme c'est... Ça me dit quelque chose. Ça me rappelle ton histoire, mais genre en mode 4e degré. Ouais, voilà. Pété de rire, quoi. Et donc ce mec, il était la doublure lumière, donc de Tom. Et de Tom Cruise. Et donc du coup, il avait effectivement, tu vois, la même carnation, la même coupe de cheveux. Il fallait, parce qu'il fallait pas qu'il y ait une ombre. Donc le matin, quand il vient en tournage, il est coiffé comme lui du jour J. Pour pas que le mec attende des plans, parce que c'est long, la lumière, c'est ce qu'il y a de plus long à régler sur un tournage. Donc pour pas qu'il attende, il était coiffé pareil sur chacun de ses films, et il le suivait depuis plusieurs films, tu vois. Alors il était beaucoup plus jeune, par contre, tu vois, il avait, parce que moi, il avait 20 ans de plus que moi, Tom Cruise, tu vois, donc il avait peut-être 18 ans, j'en sais rien, tu vois, il avait peut-être 38, alors que ce mec, il avait 24, tu vois. Ah ouais. Bien 14 ans de moins, mais il avait le même grain de peau, tout la même taille, tout. Et bref, et donc ça, pour moi, c'est un doubleur, tu vois, un doubleur lumière, bah oui. Tu vois, ou un doubleur de cascade, ou voilà, pour moi, c'est plus ça. Mais bon, après, tu dis c'est un doubleur, moi, je m'en fous complètement. Ok, bon, voilà, c'est parce qu'il y en a que ça fait hérisser les poils. Non, je trouve, il y a d'autres problèmes ailleurs, je trouve. Eric disait, on dit pas boulanger de baguette. On dit on est boulanger, quoi. Donc là, on n'est pas comédien de doublage, on est comédien. Oui. Oui, mais enfin bon, le problème, c'est que aussi ces gens-là, d'où vient ce terme? Tu veux que je te dise, moi, on me le sortait pas spécialement avant, parce que j'ai toujours tourné. Mais je pense que en fait, c'est un peu hypocrite, tu vois, de dire, parce que Eric, il jouait jamais au théâtre, il tournait jamais, il faisait que du doublage. Donc ça veut dire, bah, si tu es comédien de doublage, parce qu'à quel moment tu es comédien? Tu l'as peut-être été, tu vois, peut-être, moi, depuis que je fais ce métier, je t'ai jamais vu tourner, en tout cas. Peut-être qu'il a tourné dans les années 70, j'en sais rien, je sais pas. Mais je veux dire, il a peut-être tourné 3 trucs, mais en tout cas, ça fait 30 ans qu'il tournait plus du tout. Donc pour moi, quand ça fait 30 ans que tu tournes pas, il y a prescription. Pourquoi tu es offusqué d'être comédien de doublage? Bah, tu es comédien de doublage, qu'est-ce que tu es d'autre? Tu es pas comédien de théâtre, ou tu es pas comédien de... Puisque de toute façon, tu ne fais que du doublage, tu vois. Donc c'est pour ça que ça ne me choque pas de dire, et moi, même si je fais d'autres choses, si on me dit comédienne de doublage, ou qu'on me présente comédienne de doublage, tu prends pas la même. Je m'en fous complètement, je corrige même pas. Enfin, tu vois, c'est mon activité première aujourd'hui, c'est le doublage. Même si je tourne, je fais plus de doublage que je tourne, tu vois, beaucoup plus. Donc, même s'il y a des années, j'arrive à tourner 4 projets dans l'année, ce qui est déjà énorme. Tu vois, en moyenne, je vais en tourner 2. Donc, évidemment que c'est beaucoup plus, je suis beaucoup plus en doublage. Bah tiens, on va en parler. D'ailleurs, si on parlait de Margot Robbie, actrice australienne qui a explosé ces dernières années, elle est révélée par le film de Scorsese, Le Loup de Wall Street, et tu la suis depuis. Comment tu la décrirais? Ah bah, très surprenante. C'est surtout extrêmement surprenante, parce que quand je l'ai vue, je me souviens les premières scènes du Loup de Wall Street, je me suis dit, bon, bah, c'est une bimbo, elle est canonissime, elle a 22 ans, non, elle avait 24 ans ou 25 ans à l'époque du Loup, 24 ans, je crois. C'est une bombe, voilà. Oui, elle joue bien, bon, voilà, quoi. Et en fait, on avance dans le film,
Et là, déjà, je me fais, waouh, ah ouais, non, en fait, elle joue vraiment, quoi. J'étais là, genre, attendez, tu vois, les préjugés que j'avais eu un petit peu sur les 2-3 premières Tu t'es fait scènes, avoir comme tout le au monde. resto et tout, je me disais, bon. Et en fait, effectivement, là, d'un coup, ça envoie, quoi. Tu vois, les scènes avec DiCaprio, quand elle pète un câble et les scènes de dispute et tout, ça rigole pas, quoi. Et je fais, ah oui, d'accord, très, très impressionnant. Et puis, en fait, après vient un deuxième film, je crois que le deuxième que j'ai fait avec elle, c'était peut-être Tarzan ou je sais plus. C'était pareil, c'était Jane, donc elle était très belle, la mèche travaillée. Bon, alors là pour le coup, celui-là, je me suis pas trop dit pendant le film à un moment donné, waouh, extraordinaire, personne d'autre aurait pu faire le rôle. Ouais. Elle était très bien, mais je me suis pas dit incroyable. Par contre est arrivée I, Tonya. J'allais en parler, ouais. Alors là, j'ai fait ah ouais non là ça rigole pas du tout. Non, elle a mis tout le monde par Ah terre. ouais, là Ouais. j'ai fait ah oui ok. Et puis en plus surtout je sais pas si tu sais, mais en plus elle a fait toutes ses figures elle-même. C'est-à-dire à part 2 triple axel, parce qu'évidemment il faut quand même un petit peu plus d'années de patinage. Elle a pris 1 an de cours intensifs, 1 an tous les jours sur la glace, tous les jours de sa vie, où elle a pas tourné parce que pendant 1 an elle répétait, elle bossait le patinage, elle s'entraînait pour ce film. Wow. Complètement taré, quoi. Et tu vois comme elle patine déjà après 1 an, tu te dis, mais attends, c'est pas possible de patiner comme ça après 1 an de cours, même avec le meilleur prof en cours particulier, tu te dis, elle est surdouée, quoi. Et donc déjà, c'était fou. Et ensuite, toutes ces ruptures de jeu, ce qu'elle a amené dans le personnage avec toutes ces voix off et tout, c'était hallucinant. Là, tu t'es dit une star est née. Là, je me suis dit, voilà, c'est énorme parce que elle a le physique, mais pas que, quoi. Donc là, je me suis dit, là, c'est sûr. Après celui-là, c'est sûr. Là, ils vont se dire, ok, la meuf, elle est monstrueuse, quoi. Et puis, ça a pas loupé. Ouais, c'était grosso modo ça, ouais. Voilà. Ouais. Et alors après, à l'arrivée d'Harley Quinn, là, c'était d'un coup le personnage qu'il a vraiment médiatisé au grand public, vraiment large, parce que I, Tonya, tu vois, tout le monde ne regarde pas. Il a film de niche, on va dire. C'est un film un peu presque d'auteur, voilà, exactement. Donc du coup, c'est pas tout le public, tu vois. Et là, en fait, ça a amené, ça l'a fait découvrir vraiment par tout le monde, quoi. Et puis elle était incroyable dans le rôle d'Harley Quinn, parce que c'est extrêmement dur comme rôle. En fait, mine de rien, c'est un rôle. Moi, je me disais, punaise, le parti pris à prendre, t'es toujours sur un fil rouge, c'est-à-dire qu'il faut en faire des caisses, sinon c'est pas drôle. Mais rester sincère quand même. Enfin, tu vois, il y a un truc qui est assez... et je te jure que sa partition, c'est vraiment un fil rouge. Et c'est un personnage qui est hyper attendu. Et elle a su lui amener de la folie, mais du charme. Franchement, chapeau, quoi. Et en plus, de son côté, elle a se tapé un espèce d'accent du Queens. Ouais. Oui, en plus. Voilà, marché, moi, j'étais tranquille en français, on n'a rien fait. Voilà. Bah ouais, on va faire un accent du Queens. Non, mais on aurait pu se dire, tiens, on va essayer de le transformer par un autre accent d'ailleurs, tu vois. Mais... Ouais, compliqué quand même. Non, mais, heureusement. Est-ce que tu dirais que la doublée est un défi ou tu rentres dedans comme dans des pantoufles? Non, ça peut être un défi. Non, Babylone, c'était un défi. Hein. Ah ouais. Heureusement, c'était Barbara Tissier, pareil, qui dirigeait. Heureusement, parce qu'on se connaît par cœur depuis tellement d'années. Et j'adore travailler avec elle. Je sais qu'elle va toujours m'emmener vers ce qu'il faut et tout. Et pourquoi c'était plus difficile? Les scènes, c'était hyper dur. C'est quoi une scène dure? C'est une scène où il y a plein de ruptures. Quand elle est devant la caméra, qu'elle se met à chialer, qu'elle s'arrête, qu'elle rechiale. Parce que moi, je sais pas faker. Je sais pas faire semblant de manger en doublage. Il y en a plein, ils me font à bouche pleine, mais je sais pas le faire. Je ne sais pas faire semblant de pleurer. Je vais pas le laisser passer. Ça va m'énerver. Je vais faire. Et puis peut-être que certains DA me diront, c'est bien suite. Mais moi, je vais pas pouvoir le laisser passer. Oui, parce alors que... là, tu parles du fait de simuler simuler le fait que tu pleures et que tu parles comme ça. Je peux pas. Je supporte pas. Et je supporte pas chez personne. C'est-à-dire qu'un comédien qui pleure à l'image, si mon comédien au micro ne pleure pas, je l'entends et je peux mettre 1 million sur la table. Personne, mais même les meilleurs au monde n'ont pu faker. Je sais ce que c'est que quelqu'un qui pleure. Vraiment. Et pas qui fait semblant, tu vois. Et moi, du coup, je suis une truqueuse, mais j'ai besoin de... Si c'est un beau film, je veux faire comme elle. Tu vois, c'est le minimum que je veux lui rendre hommage. Donc si elle pleure, je me dois de pleurer aussi, et elle avait des scènes, sauf qu'elle a un peu plus de temps entre chaque scène, tu vois, et que nous, et ça s'enchaîne, quoi. C'était sur le film Ray, le biopic de Ray Charles, où j'en pouvais plus parce qu'elle avait beaucoup de scènes de pleurs, sauf qu'elle les a étalées en 10 jours et que moi, je les ai étalées dans la journée.
et que j'en pouvais plus. À la fin, j'avais même plus de larmes. Je me disais, mais putain, je peux plus, quoi. C'était super dur. Mais voilà, donc c'est pas forcément des scènes de pleurs qui sont dures parce que je suis une bonne pleureuse. C'est plus ces scènes où il y a plein de ruptures, où il y a des vrais challenges de jeu, des différences de projection, d'intention, tu vois, et elle en avait plein. On aurait dit une actrice bipolaire, tu vois, dans le film, sans compter la scène du serpent où elle se fait mordre, où elle hurle à la mort, tu vois, avec plein de ruptures de jeu dans les hurlements. Donc, faut pas être juste en train d'hurler, tu vois. Et non, c'était chaud, quoi. Le rôle était. J'avais visionné le film avant. Heureusement, cool. Ça c'était cool. Et puis après, ce qui est rare, je précise. Ouais. Et après, je m'en remettais à Barbara, donc c'était top, quoi. Au passage, tu nous rappelles ce que c'est qu'une rupture ? Une rupture, c'est une rupture de jeu, quoi. C'est-à-dire que tu passes d'une intention à une autre en une fraction de seconde, extrêmement rapidement. Donc, les plus dures à faire sont les ruptures comiques. Et en France, on n'est pas forcément les plus habitués à ça, tu vois. On a de très, très bons comiques en France et qui viennent plus du stand-up. Mais, par exemple, une rupture comique sur des sitcoms, une sitcom Disney ou toute basique, tu vois, avec des gamins de 15 ans qui ont des ruptures de jeu, tu vois, c'est vraiment une partition et tout. Ça, nous, on est obligé de prendre des gens de 30 ans, très, très aguerris en doublage, pour être capable de le faire. Tu peux pas engager un mec de 16-17 ans qui débute pour faire ça, ce n'est pas possible. Mais même si tu as 3 jours de plus, ce n'est pas possible. On n'a pas ce rythme-là, cette rupture de jeu. On travaille pas beaucoup la comédie en France. On a beaucoup travaillé le drame. Tu vois, même en cours de théâtre, on bosse pas. Là, moi, j'ai pris 12 ans de cours. On bossait très peu la comédie, un petit peu, mais plus du burlesque, ou, tu vois, ou alors à travers des Marivaux ou des choses comme ça, mais pas la vraie comédie rupture moderne, tu vois, qu'on pourrait avoir aujourd'hui, quoi. C'est pas faux, en fait, cette observation. C'est même complètement vrai, maintenant qu'on y pense. C'est dommage. Donc, c'est ça pour toi, Babylone, le film qui t'a le plus marqué avec elle ? Le rôle ? Non, je dirais Aitonia, quand même. Ouais, parce qu'en plus, il y avait les voix off, et moi, je déteste les voix off. Je suis nulle en voix off, je déteste ça. De faire ta voix de bande-annonce ? C'est pas, forcément. Alors, tu fais pas forcément une voix de bande-annonce, mais t'as un truc qui est un peu plus neurasthénique, tu vois, tu peux pas être trop enjoué, t'es pas en train de jouer le truc. Et en même temps, il faut être quand même en train de jouer, c'est pas une voix off, c'est pas, tu vois, tu donnes pas le plan de métro, mais tu vois, il y a un truc, il y a un ton où je suis pas très douée, je trouve, pour ça. Moi, je trouve pas même quand je réécoute, je suis là, bon, c'est pas, je me prendrais pas. Bref, et bon, voilà, c'est pas cata, mais c'est vrai que je suis pas hyper à l'aise avec l'exercice. Donc je le fais, mais bon, voilà. Et là, il y avait beaucoup de voix off. J'avais peut-être 200 lignes de voix off et le film faisait 600 lignes. Je me rappelle énormément pas qu'il y en avait autant, de cris, énormément de scènes, de pleurs, de déchirements où elle se déchirait, tout ça. Enfin, c'était complètement. Il était crevant, le film. Je l'ai fait en 2 jours et demi, je crois, un truc comme ça, ou 3 jours à tout casser. J'étais épuisée, quoi. Elle l'a coproduit, moi, Tonia. Tonia, Tania ? Je savais même pas. Ouais. Tonia, moi, Tonia. Ouais, elle l'a coproduit. D'ailleurs, donc tu penses que, tu sens qu'elle a sauté sur l'occasion pour montrer qu'elle était autre chose qu'une Barbie ? Ouais, je pense. Ouais, franchement, oui, je pense. Clairement, elle est tellement intelligente. Elle est vraiment intelligente, quoi. Et en fait, avant Loup de Wall Street, elle avait fait une petite série qui s'appelait Paname, qui, paraît-il, est sur. J'ai jamais eu l'occasion de la voir. Et d'ailleurs, elle a été doublée par quelqu'un d'autre. Ok. Après, quand il y a eu Loup de Wall Street, je crois que la comédienne, je la connais pas du tout, mais la comédienne qui la doublait, je crois était très bien, hein, mais en fait, la directrice artistique du Loup de Wall Street la connaissait pas, donc elle a pas voulu, en fait, comme le rôle elle le trouvait compliqué, elle s'est dit non, je la connais pas, je la prends pas sur un gros rôle comme ça. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai atterri là-dessus. C'est Daniel Perret qui m'a mise dessus. Mais en fait, ouais, je pense mais elle avait déjà gagné quand même un peu sa vie avant, plus le Loup de Wall Street où elle a dû très bien gagner sa vie dessus. Et donc, à mon avis, elle a dû se dire, écoute, c'est quoi ? Mais tu sens qu'elle calcule ses virages, qu'elle calcule sa trajectoire, sa carrière. Ouais, je pense pas que ce soit une calculatrice, parce qu'en fait, je connais quelqu'un qui la connaît personnellement, qui lui est un producteur américain et qui la connaît très bien, parce qu'en fait, c'est le meilleur ami de son mec. Ok. Donc, il la connaît vraiment très bien. Et bon, lui, c'est un pote de mon pote. Moi, je le connais un peu, mais c'est pas mon meilleur ami, moi, tu vois. Mais bon, bref. Et du coup, il disait que c'est une fille hyper simple. Tu vois, elle a pas de réseaux sociaux. Elle n'est pas du tout, elle s'en fout, elle pourrait avoir 100 millions d'abonnés, tu vois ce que je veux dire, elle n'a pas de réseaux sociaux, elle est pas du tout, elle est très simple, très, tu vois, avec son bébé, elle a eu un petit bébé, je ne sais même pas si c'est un garçon ou une fille d'ailleurs, tu vois, moi je lis pas du tout les potins. Non, je sais pas. Moi, je sais qu'elle a eu un bébé. Elle a eu un bébé, elle est avec son mec, je ne sais pas qui c'est son mec non plus, je crois qu'il est producteur.
Bref, mais enfin, tu vois, elle est très dans son... Elle s'étale petit pas. monde, ouais. Elle est, et elle est apparemment hyper simple, tu vois, hyper souriante, hyper avenante, hyper sympa, et pas du tout, moi je suis une star, pas du tout Hollywood et tout ça. Donc voilà, donc je pense pas qu'elle soit calculatrice, parce qu'apparemment c'est pas ce qu'il décrit d'elle. Tu vois, en mode, attends, je vais faire comme ça, machin, pour gagner du fric. Non, voilà, mais je pense que elle a trouvé l'idée du scénar canon, c'est pas elle qui l'écrit, et elle a dû se dire, bah, c'est quoi, je vais mettre des billes dedans aussi, parce que je veux vraiment que le film se fasse, parce que je vais montrer aux gens que je suis pas une bimbo et que je suis une vraie comédienne, et voilà, tu vois. Et t'as parlé de Harley Quinn aussi, tu sens que là aussi, elle va dans le sens dérailler son image parfaite. Oui, je pense qu'elle a voulu aussi justement montrer le côté badass qu'elle pouvait avoir en elle, et pas que le côté, bah, tu donnes que la petite blonde mignonne. Est-ce que tu penses que ton outil de travail, pour elle, son physique, pour toi, ta voix, t'enferme dans une prison, aussi dorée soit-elle? Ouais, c'est une question très intéressante. Bah écoute, je suis assez d'accord, parce que bah, moi j'ai une voix très marquée, mais j'y suis pour rien, hein, je suis née comme ça. Je suis pour rien. Moi je déteste ma voix, donc c'est Bah, je supporte pas m'entendre, je m'écoute pas. Entre 10, on t'entend. Hein, bah oui, je sais, mais parce que bon, bah, j'ai pas le choix. Après, moi j'adore jouer. Tu vois, je suis une comédienne. Donc en fait, j'adore jouer, j'adore tu vois, incarner des personnages et tout, et j'ai pas je réfléchis pas à la voix, en fait, je pense pas à ça. Mais après, effectivement, j'aime pas m'entendre. En plus, on me donne souvent des rôles agaçants, tu vois. Donc du coup, j'ai une image, j'ai une voix insupportable, du coup, parce que ça va avec le rôle. Tu vois ce que je veux dire? Comme je fais des chieuses, que ce soit Didi dans le laboratoire Dexter ou Vanellope dans Les Mondes de Ralph, je fais des chieuses, moi. On me donne des chieuses. Donc heureusement, à la limite, elle m'a redoré un peu le blason. Il y a peut-être un message. Ouais, mais c'est clair. Et donc heureusement, tu vois, la limite avec elle, comme elle fait pas des chieuses. Tu vois, Harley Quinn, elle peut être un peu chieuse, mais je veux dire, elle fait pas vraiment des choses. Du coup, ça m'a redonné un peu un autre côté, parce que sinon, j'avais vraiment beaucoup de chieuses. Mais effectivement, oui, c'est un problème, parce qu'en fait, aujourd'hui, mais c'est un peu comme Curtil, qui est extrêmement reconnaissable, ou Christophe, tu vois, le moine. Alors, d'un certain côté, d'un coup, ils nous appellent des stars du doublage. Bon. Alors, d'un certain côté, ils nous veulent pour des choses en particulier, parce que du coup, ils veulent Dorothée, ou ils veulent Donald, ou ils veulent... Donald, il est un petit peu moins reconnaissable que nous, mais quand même. Mais où ils veulent, tu vois, Christophe, ou ils veulent, qui est très reconnaissable, ou Curtil, ou machin, tu vois, ils vont dire, bah, on veut eux. Tu vois, ou Céline, mon Sarah, hyper reconnaissable, tu vois. Donc, ils vont dire, bah, nous, on veut eux. Donc, parfois, on va être pris parce qu'on veut Dorothée, ou Céline, ou Christophe. Mais parfois, ils disent, ah bah non, voilà, c'est trop connu, bah non, là, tu me fais trop penser à machin, ou tu me fais trop penser à Margot Robbie. Donc, je te prends pas sur l'autre comédienne, parce que sinon, c'est bizarre. J'ai l'impression d'entendre Margot Robbie. Tu vois? Comme Céline, elle a eu beaucoup. Bien sûr. Terrifiant. Mais je pense encore plus que moi, elle. Parce que moi, pour le coup, j'en ai quand même beaucoup. Enfin, tu vois, toutes celles que c'était avant, que je suis et tout quand même, et que j'arrive à suivre malgré tout. On en a parlé, Mais elle, c'était terrible à partir du moment où elle a fait Julia Roberts. Sauf que Julia Roberts, je sais même pas si elle fait un film par an, tu vois, malheureusement. Donc, la pauvre, c'est atroce, quoi. Heureusement, elle a pas mal quand même de pubs et tout, mais c'est une merveilleuse comédienne. Pour moi, c'est une des plus grandes comédiennes qu'il y ait de tout ce métier. Et du coup, c'est terrible, parce que les gens... Alors moi, je me dis pas ça du tout, mais les gens, la majorité se disent ça, tu vois. Ils se disent, ah bah non, c'est l'affaire de Julia Roberts. Ouais, alors, quand tu dis les gens, c'est plutôt les clients. les clients, se disent, c'est ça. Et est-ce que tu penses que... Oui, c'est les clients, hein, parce que les DA, je sais qu'ils adorent Céline, je pense quasiment tous, et qu'ils seraient ravis de la prendre, tu vois. Moi, une fois, j'ai voulu la prendre et on me l'a refusé, tu vois. Bah oui, on m'a dit, bah non, elle est super, mais là, c'est... Mais en fait... Tu vis la même chose? Ouais, bien sûr. Mais je suis sûre que oui. Enfin, mes potes proches, ils me le disent, tu vois, parfois. Ils me disent, ah bah, j'ai voulu te mettre, mais... Ah ouais. Tu vois. Donc, c'est bien une prison. Donc oui. Tu diriges également de temps en temps, et de plus en plus, j'ai l'impression. Pourquoi être passé à la DA? Non, pas de plus en plus, j'ai toujours fait à peu près le même rythme. Ok. Peut-être de plus en plus gros. Parce que maintenant, je fais des gros 35, tu vois, pour Disney. Effectivement. Donc, c'est peut-être plus que c'est des projets plus gros. Ouais. Mais j'ai commencé en 2003. Ouais. Et j'ai toujours dirigé à peu près pareil. En moyenne, je m'octroie, tu vois, je fais... parfois, si c'est plus calme, je vais faire 8 jours de direction dans le mois. Genre 2 batchs de 4 jours. Mais sinon, j'en fais un par mois, tu vois. Ou un téléfilm de temps en temps, ou un film... parce que j'adore être comédienne, tu vois, et que j'ai pas envie d'être tous les jours en studio. J'ai des copains qui dirigent tous les jours, et moi, je pourrais pas. Je pourrais pas, j'aime trop jouer, et puis je fais trop de choses à côté aussi. Tu vois, j'ai envie de reprendre des choses à écrire. Là, j'ai envie de produire un peu. Donc, je vais me mettre à la production, Donc, production de télé. Ok, marrant. Donc, du coup, tu vois, j'ai envie de faire d'autres choses. Tu vois, je veux pas faire... déjà, je veux pas faire que du doublage. Et après, diriger tous les jours, 6 jours sur 7, je serais très malheureuse. Je vois. Vraiment, voilà. Par contre, j'adore diriger
régulièrement comme ça, je trouve ça cool. Et puis faire bosser des copains, voir leur tête, et puis les mettre sur des rôles, tu vois, où on va bosser ensemble. Je trouve ça, j'adore. Pourquoi t'es passé à j'aime la mon DA? métier. En fait, j'ai pas cherché. Je travaillais beaucoup pour Disney sur des rôles principaux. Et en fait, Disney est venu me voir en me disant, on va avoir une nouvelle série, on voudrait un jeune DA. Et j'étais la plus jeune d'ailleurs à cette époque-là quand j'ai commencé. Et il me dit, on voudrait un jeune DA pour avoir un ton très jeune, tout ça. Et tu fais du doublage depuis l'âge de 9 ans, tu as fait tes preuves. On sait, tu vois, avec les premiers rôles que tu as fait, on sait que tu connais la technique, tu es capable de diriger, en tout cas, en termes de technique. Après, en termes de comédie, voilà, il savait que j'avais pris quand même plusieurs années de cours, on verra. Mais on voudrait te confier un projet. Donc, je me suis retrouvée, au début, je me suis dit, attends, je me souviens que j'ai passé une nuit à réfléchir. Je n'ai pas dit tout de suite oui, parce que je me suis dit, je sais pas et tout. Bon. Pourquoi tu savais pas? J'avais 23 ans. Parce que j'avais jamais pensé, en fait. C'est bizarre, tu vois. On a tous rêvé de tourner avec Spielberg, tu vois. Donc, si Spielberg m'appelle, ça n'arrivera jamais, évidemment, mais si Spielberg m'appelle et me dit, est-ce que tu veux tourner un prochain film? Oui! J'ai déjà la réponse, parce qu'on y a déjà pensé dans notre vie un jour, tu vois. Mais ça, j'avais jamais pensé. Donc, j'étais, attends, je sais pas. Et puis, mais combien de temps ça prend? Comment ça se passe? Comment ça se passe la préparation? À l'époque, il n'y avait pas d'assistant. Je faisais tout. Il fallait que j'apprenne comment on fait un plan de travail. Tu vois, donc, c'est pour ça que j'ai eu une nuit. La partie fun. Voilà. Et après, le lendemain, j'ai dit, allez, ok. C'est un challenge, quoi. Ok. Ouais. Et en fait, j'ai adoré, parce que j'ai adoré. Et ça m'a beaucoup apporté, je te dis, en tant que comédienne. Parce que du coup, j'ai vraiment d'analyser comme ça les rôles et tout. Ça m'a apporté une autre vision de l'acting, quoi. Je pense que quand tu es comédienne, tu viens en tant que comédienne, tu regardes ton rôle, tu es focalisé sur ton rôle. Oui. Quand tu es DA... DA, tu regardes plus l'ensemble. Tu vois, l'ensemble et les rapports entre eux. Tu vois, moi, je vais analyser beaucoup plus. Tu vois, il lui parle comme ça parce que voilà ce qu'il pense de lui. Ouais. Et lui, avec lui, il est beaucoup plus doux parce qu'en fait, indirectement, elle est amoureuse. Je dis n'importe quoi, mais tu vois ce que je veux dire? Je vais plus regarder aussi les rapports entre eux, etc. Ouais, ça ouvre la vision, ouais. Ouais, c'est sûr. À quoi ça sert un DA? C'est primordial. Moi, je ne peux pas, même après tant d'années, parfois, il y a des gens, ils me disent là, t'es toute seule, tu seras toute seule, parce que t'étais... je dis, je me fais pas toute seule. Je lui dis, mais je n'ai aucun recul sur moi-même. Alors, j'ai un minimum de recul, évidemment. Si je bafouille ou que je vais être à côté de la plaque, je vais me rendre compte, je suis pas dégénérée, mais je veux dire, j'ai besoin d'être dirigée. Enfin, j'ai besoin du regard extérieur. C'est comme si tu disais, on va réaliser un film, mais il n'y a pas de réalisateur, quoi. Enfin, c'est impossible. Moi, je trouve ça complètement impossible. Et parfois, j'ai bossé avec des gens tout nouveaux, ou même des gens, des DA qui avaient j'avais quasiment jamais dirigé, alors que moi, j'avais 40 ans d'ancienneté, enfin, peut-être pas 40 ans, mais genre 36 ans d'ancienneté dans le milieu. Et j'ai adoré être dirigée. Enfin, tu vois, au contraire, c'est hyper intéressant de voir un regard extérieur, et eux, ils ont parfois une autre méthode qui est hyper intéressante. Et voilà, enfin, c'est d'autres manières de bosser, mais pour moi, c'est primordial. C'est le chef d'orchestre, en fait, du projet, et on n'est pas tous ensemble. On peut jamais enregistrer tous ensemble, tu vois. Donc, même si tu enregistres avec ton partenaire, tu as d'autres rôles qui sont pas là. Donc, c'est lui qui va t'expliquer vraiment le rapport entre tout le monde, qui va suivre le projet de A à Z jusqu'au rendu. C'est comme un bateau sans capitaine, quoi. C'est pas possible, quoi. Question comédienne. Comment préfères-tu être dirigée, libre comme l'air, ou d'une main de fer? Non, il n'y a pas besoin d'être d'une main de fer avec moi, mais pas trop libre comme l'air non plus. J'aime bien qu'on me dirige, tu vois. Parce que je sais qu'il y a toujours des choses à améliorer, il y a toujours des choses à... on fait pas que des one-take, même si en soi, on pourrait très bien dire « Ouais, c'est bien, suite ». Il y a des choses qui passent, mais parfois, on peut améliorer certaines choses et tout. Donc, j'aime bien être dirigée. Mais après, ni l'un ni l'autre, en fait, j'ai envie de te dire. Parce que si tu me diriges pas du tout, je vais être dégoûtée, quoi, parce que j'aime bien bosser. Mais si tu me diriges agressivement, mais enfin, c'est pas comme ça, tu vois, machin, je vais pas comprendre, parce que je suis pas quelqu'un d'agressif, je vais me dire, mais pourquoi on me parle comme ça? Enfin, tu vois, je vais pas aimer travailler dans la souffrance. Moi, je fais pas bosser les gens comme ça, tu vois. C'est toujours la bonne humeur, on a ramené les croissants, on rigole. Enfin, tu vois, on fait tellement un beau métier. Et puis, je trouve qu'on n'obtient rien avec la force, tu vois, rien du tout. Rien du tout. J'ai déjà vu des DA mal parler à des comédiens autour de moi en plateau. J'ai jamais compris. Et derrière, le résultat était chaotique, évidemment. Enfin... Et bien justement, question DA. Comment espères-tu ton comédien? Moi, je l'espère ouvert, prêt à travailler. Tu vois, le seul truc qui pourrait me gonfler, c'est si, quand tu fais une journée d'ambiance, tu vois, et que t'as le mec qui est au fond du canapé, qui se prend son chèque, et puis quand tu dis, tiens, il me faudrait 2 filles, un mec, et puis que le mec, il se lève jamais, en fait. Il se dit, bon,
je me lève pas. Je me lèverai quand si vraiment il y a une ambiance de groupe, parce que je serais obligée. Et puis, j'aurais fait 2 trucs. Et puis, tant mieux. Comme ça, j'en fous pas une de la journée. Je suis payée comme les autres. Bon, bah, lui, tu peux être sûr que je vais le repérer. Et puis, lui, je le referai plus jamais bosser. Tu vois, genre, c'est clair que je vais pas du tout aimer parce que moi, jamais je suis venue pour l'argent. Jamais je me suis même dit, tiens, qu'est-ce que je vais gagner? Même pire que ça, j'ai su que je gagnais des sous à 16 ans quand j'ai commencé à en gagner. Avant, mais je suis même passée pour une conne. Parce que quand j'avais tout juste 16 ans, je sais plus ce que j'ai dit. Et puis, quelqu'un m'a dit, tu vas toucher des sous. Et je dis, ah bon, pourquoi je toucherais des sous? Et puis ils m'ont dit, mais t'imagines, à 16 ans, c'est grand Je quand fais même. ça pour le Et kiff, donc, non bah oui, non, mais moi, j'avais pas compris parce que mes parents m'avaient toujours préservé. Ils ont jamais dit que je gagnais d'argent. Donc moi, naïve, je crois mes parents. Tu vois, c'est comme si tu m'avais fait croire au Père Noël jusqu'à... T'as froid, tu veux que je coupe la clim? Je suis gelée. Bah voilà, n'hésite pas. Ah mais parce qu'elle est sur moi. Ah oui. Donc oui, voilà. Donc tu vois des gens qui se lèvent pas, ou les comédiens qui arrivent en faisant, ou les comédiens, toi, qui tu dis, bah t'as le rôle principal, ça va être super sympa, machin. Et t'as même pas le temps de faire les plans, qui veulent déjà tout reprendre et ils te laissent une demi-journée et tu fais, bah non. Et puis ils te disent, bah ça va, ça rentre une demi-journée à quoi, 200 lignes? Tu te dis, bah oui, mais enfin, je voulais t'enregistrer avec ton partenaire. Je voulais que vous soyez ensemble, tu vois. Je voulais pas te faire en track un par un. Donc c'est un peu... Et tu vois, ça me saoule. Tu vois, se dire, ça, c'est des trucs qui vont me saouler chez un comédien. Et donc j'ai envie qu'il soit prêt à bosser, content d'être là et pas à se dire quel est mon chèque ou combien j'ai de lignes, ou tu vois. Voilà. Mais bon, c'est quand même assez rare, les gens comme ça, heureusement, tu vois. Quelle est l'œuvre que t'as préféré diriger et pourquoi? Deadpool et Wolverine, le 3, parce que c'était complètement barré et que j'étais avec mes potes et que du coup, tu vois, entre Jérémy et Pierre, Jérémy Covillo et Pierre Tessier, on a trop rigolé et j'ai voulu impérativement qu'ils soient ensemble. Et tu vois, voilà 2 acteurs, alors qu'ils étaient débordés, que le film a été décalé, qu'il n'y avait plus les dates, bref, une vraie cata de planning. Et ben ils se sont démerdés. Lui, il était en tournage, machin. Ils se sont démerdés et l'un et l'autre pour tout pousser, pour réussir à passer 2 jours et demi ensemble. Tu vois, parce que justement, ils avaient envie aussi. Bah ouais. Et ils ont poussé les murs, ils se sont galérés pour vraiment être là ensemble. Quoi. Ouais, ça valait le coup quand même. Hein. Donc voilà, tu vois, c'est voilà des grands comédiens qui sont immenses et qui sont heureux d'être là, quoi. La Dub School, c'est quoi? C'est comment? Bah, Dub School, en fait, c'est très nouveau. C'était une idée de Kelly. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Et en fait, elle a voulu... on savait pas toujours quelle école conseiller. Parfois, des gens un peu connus qui tournent beaucoup et tout ça. Et puis surtout, parfois, je regardais la liste et il y avait des comédiens qui étaient super, mais qui ne sont pas DA. Donc, comme pour moi, le but d'un stage, quand je fais des ateliers casting, je veux être avec des directeurs de casting parce que mon but, c'est qu'après, ils me rappellent pour passer des castings, tu vois. Donc, si tu fais un stage doublage avec quelqu'un qui ne dirige pas, c'est pas qu'il peut pas être bon prof. Curtil pourrait être un prof extraordinaire, mais il dirige pas. Donc, je vois pas l'intérêt d'aller prendre un cours avec Curtil ou alors une masterclass pour rigoler. Une demi-journée, tu vois. Mais quel est l'intérêt d'apprendre de lui, de travailler avec lui, s'il ne pourra jamais te faire travailler derrière, tu vois. Donc, on trouvait qu'il y avait beaucoup trop de comédiens et pas de DA. Et donc, on s'est dit, on va monter... c'est Kelly qui me dit, mais pourquoi on ne montrait pas notre propre école où, du coup, on prendrait que des DA et qui plus est des DA qui dirigent beaucoup. Parce que le but, c'est que derrière, ils fassent bosser les comédiens. Et ensuite aussi, on avait un peu marre de voir beaucoup de gens qui ne sont pas comédiens, qui faisaient les stages. Et donc, nous, on a bloqué l'entrée. Et donc, on les envoie ailleurs. D'ailleurs, je ne dirais pas de nom, mais on les envoie dès qu'on nous appelle. On dit, on pourrait faire du doublage. Ils sont pâtissiers, ils sont machin. On les envoie dans d'autres écoles, qui les prennent d'ailleurs, parce qu'ils y vont. Et ils me disent, merci, c'était très sympa le stage. Je dis, OK. Et en fait, nous, on ne les prend pas du tout. Et on demande 3 ans minimum de cours de théâtre dans une grande école. Pas genre, tu mets un nom... Non, on connaît les grandes écoles, donc ou type conservatoire, etc. Là, on prend 3 ans de cours minimum pour les plus jeunes, parce qu'évidemment, à 18 ans, on va pas dire, on prend pas avant 16 ans, mais à 16 ans, on va pas dire, tiens, t'as pas tourné 25 films. Bon, non, on prend pas, tu vois. Donc, voilà. Donc, mais par contre, on veut une vraie formation solide de théâtre et on prend. Alors, ça veut pas dire qu'ils seront bons, mais en tout cas, ils sont déjà comédiens. Et le problème, c'est qu'en doublage, ça veut pas dire qu'ils sont bons parce que ça veut pas dire qu'ils sont bons comédiens non plus, tu vois, en vrai. Moi, j'ai tourné avec Daniel Gélin, qui était un piètre doubleur. Tu vois, une catastrophe. Il ne pouvait pas doubler, alors que c'est quand même un très bon comédien. Mais en fait, il n'avait pas cette immédiateté. Et le doublage, c'est cette immédiateté-là qu'il faut avoir tout de suite. Elle pleure, une minute après, tu pleures. Elle se marre, tu te marres. Elle s'énerve, tu t'énerves. C'est cette immédiateté-là qu'on travaille beaucoup en impro. Tu vois, mon conservatoire, pendant des années, on faisait une fable, tu l'as fait tout en pleurant, après t'as fini, on dit, maintenant tu l'as fait en fou rire. Maintenant tu l'as fait en te cachant parce que t'as peur et que tu chuchotes. Bon, peu importe quoi. Tu peux la jouer de 1 milliard de manières différentes. Tu la joues en étant jalouse, Et en fait,
voilà, ces trucs-là, c'est que toutes ces intentions-là, en fait, tu peux pas les choper toujours très rapidement, tu vois. Il y a des comédiens sublimes avec qui j'ai joué au théâtre, ils ont besoin de 2 mois de répète. Par contre, après, sur scène, ils sont 10 fois plus intéressants que moi. Mais ils ont besoin de ces 2 mois de répète pour vraiment rentrer dans le personnage. En doublage, t'as pas. Tu sais pas ce que tu doubles pour les droits, enfin c'est secret. Tu sais pas ce que tu doubles, tu sais pas quel personnage, tu ne connais rien, tu n'as pas lu le script, tu arrives et tu doubles. Donc forcément, il faut les meilleurs d'ailleurs sont des comédiens de théâtre qui sont très dans la spontanéité, la rapidité, justement d'improvisation de plateau, ou les comédiens de la Ligue d'impro comme Éric Métayer, tu vois, qui sont très forts. Voilà, ça c'est les meilleurs comédiens souvent en doublage. Et voilà, donc il faut être comédien pour rentrer chez Dub School parce que c'est la seule chance pour moi, je trouve, pour réussir. C'est le seul moyen. Bah, ça veut pas dire forcément que tu y arriveras, mais quand c'est des comédiens, t'as juste à apprendre l'aspect technique, en fait, de cette rythmo, de ce rythme, de rentrer dans le rythme de quelqu'un d'autre, de le suivre à l'image, etc. Mais t'as pas à apprendre à jouer. Parce que moi, si tu mets quelqu'un qui n'est pas comédien, quand il arrive, en plus de lui apprendre toute la technique, il faut que je lui dise, par contre, ça, sur cette intention de jeu, elle est extrêmement frustrée. Tu sens sa frustration, il va me dire, tu vois, je dis, bah non, mais tout est dans les yeux, regarde son jeu, regarde ce qu'elle joue. Ça, c'est un sentiment comme ça. Ça, si elle lui dit de cette manière, c'est parce qu'elle lui en veut pour telle et telle raison. Si tu n'as jamais pris de cours, tu décèles pas toutes ces petites choses, toutes ces petites finesses. Donc même si d'un coup tu deviens un super lecteur et les mecs ils s'entraînent sur TikTok et ils lisent très bien, ils lisent en place, oui, ils copient notre jeu, ils copient ce qu'on a joué et encore parfois c'est pas réussi, mais parfois ça l'est un peu, mais parce qu'en fait ils ont copié. Mais si tu leur mets une partition vierge et là que tu dis bah rentre dedans, tu vois, est-ce qu'ils rentreront aussi facilement d'un truc qu'ils n'ont pas écouté 122 fois, tu vois ce que je veux dire? Complètement. Oui, c'est un peu du karaoké, ça que tu veux dire. Oui. Ouais. On en parlait en off, il y a moins de travail depuis quelques temps, il y a eu la grève à Hollywood, puis les plateformes de streaming ont réduit le nombre de productions. L'IA pointe aussi le bout de son nez. Est-ce que tu n'as pas peur que les gens du milieu te reprochent d'apporter des faux espoirs et davantage de concurrence dans un paysage en berne? Alors écoute, non, parce que je travaille avec Netflix beaucoup et que pour eux, l'IA n'existe pas. Enfin, tu vois, c'est même pas un sujet. Donc moi, j'ai pas l'impression de dire tiens, je vais les former alors que l'IA arrive. Tu vois, pas du tout. Ils viennent de m'envoyer 2 mois et demi pour former des directeurs artistiques. Donc c'est pour te dire, tu vois, ils ont pas très peur de l'IA. Sinon, ils m'envoient pas avec le budget que ça coûte toute ma famille et moi aux États-Unis pendant 2 mois. Si l'IA arrive demain, tu vois ce que je veux dire. Enfin, ou alors ils sont un peu bizarres. Tu vois, je vois pas très bien le but de l'opération. Donc non, moi je suis assez rassurée sur l'IA de manière générale. Pour les milieux artistiques, après, il y a clairement moins de production parce que les comédiens sont beaucoup trop chers aux États-Unis. Enfin, c'est ce que j'ai eu comme explication du milieu là-bas directement, parce que j'en reviens il y a 2 jours. Donc, effectivement. À cause de la grève, de ce qu'ils ont négocié dans la grève? Ouais. Ah ouais. Et ils sont beaucoup trop chers. Et du coup, maintenant, un film ne peut pas se faire à moins de tant de millions de dollars. Et donc, toutes les petites productions, parfois des films indépendants super sympas, des choses qui se montaient, ne peuvent plus se monter. Donc maintenant, à moins de faire un Mission Impossible, il y a malheureusement plus de budget, quoi. Donc, ils ont 60% de tournage en moins, ce qui est monstrueux. Donc, tu as des gens aujourd'hui, même un peu connus, des stars de la télé, tu vois, qui se retrouvent à faire de la figuration pour garder leurs avantages SAG, tu vois, qui les couvrent là-bas pour garder leurs avantages en tant que comédien et rester dans le truc, tu vois. Ouais, c'est ouf. Ouais, c'est l'horreur. Donc, nous, forcément, du coup, on a moins à doubler puisqu'il y a moins à tourner. Mais je trouve qu'il y a plein de place pour tout le monde. Et tu vois, je le vois, il y a plein de comédiens de Dub School. On a quasiment 30%, même un peu plus, même je crois qu'on avait les vrais chiffres. C'est parce que tu sais, t'as des vrais chiffres qui tombent, tu dois rendre des comptes quand t'es Calliope et tout ça. On n'est pas des formations, genre on fait ce qu'on veut. Tu vois, on est très surveillé par l'État. Et on a, je crois, c'est 34% de nos élèves qui bossent. Donc c'est énorme. C'est même monstrueux, tu vois. Mais donc c'est vraiment cool, quoi. Ça fait 1 sur 3, en gros, qui travaillent. Suite au stage, suite à 5 jours de stage seulement, tu vois. Donc, on est hyper contents. Les DA, en fait, ils sont super contents parce qu'ils découvrent plein de nouveaux talents, mais ils sont payés pour les découvrir. Donc, c'est quand même plus motivant. Et puis, même si on en découvre toujours indirectement, on va au théâtre, on découvre, moi aussi, je sors beaucoup au théâtre et tout ça. Mais bon, c'est pas pareil parce que tu peux en voir sur scène que tu trouves vachement intéressant. Et après, comme ils n'ont jamais fait de stage, quand tu arrives en doublage avec le rythme que tu connais de doublage, à 10 ou 12 boucles à l'heure,
Si tu prends un débutant, c'est compliqué. Là, tu les vois en exercice. Là, vraiment. tu les vois en exercice, Ouais. tu bosses avec eux, tu vois s'ils sont malléables en termes de jeu, tu vois s'ils ont compris la rythmo, tu vois les réactions, les haches, tous les petits codes de la rythmo, est-ce qu'ils les comprennent? Est-ce que si je lui dis attention tes cours, attention regarde il y a un appui au milieu de la phrase, est-ce qu'il va comprendre? Si c'est quelqu'un qui n'est pas du tout de doublage, est-ce que si je lui dis un appui au milieu de la phrase, qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Et si je dois lui faire cours le jour J en plateau, c'est impossible. Et c'est pour ça que d'ailleurs, moi, je ne prends jamais de gens qui n'ont pas fait le stage. Même les gens que je vois au théâtre que je trouve super. En plus, on a plein de subventions, on a bossé jour et nuit pour en avoir 11. Tu vois, on a même le CPF, etc., qui prennent en charge les stages. Donc, il n'y a pas de... Tu vois. Donc, je dis franchement... faites, c'est pas pour vendre mes stages, pas le mien ou un autre, tu vois, parce qu'il y a d'autres écoles qui sont très bien, tu vois. Mais je dis, allez au magasin, allez ailleurs, allez je titre, peu importe, mais faites des stages, formez-vous, quoi. Bouffez de la rythmo, tu vois, pour arriver plus efficace en studio. Si ta vie était un film, est-ce que tu irais le voir au cinéma? Oh non. Oh non. Oh non, pas du tout. Non, il est pas passionnant. Hein. Ok. Bon, voilà. Ça, c'est fait. Dans sa biographie, Will Smith a dit « Quand j'étais pauvre et malheureux, j'avais de l'espoir. Mais quand je suis devenu riche et que j'étais toujours malheureux, il n'y avait plus rien pour me sauver. Une autre façon de dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Si l'argent ne le fait pas, alors quoi ?» Je pense la motivation, en fait. L'espoir, justement. C'est ce qu'il dit, l'espoir, quoi. En fait, moi, je suis pas riche encore, donc ça va. J'ai encore beaucoup d'espoir. J'ai encore l'espoir de gagner au loto tu vois. Et du coup, de produire un film moi-même, où tu vois, j'ai encore beaucoup d'espoir. Non, je pense que c'est, oui, les rêves. Le rêve, l'espoir. Après, peut-être qu'il est un peu en dépression, tu vois, parce que même quand t'es très, enfin, je pense, je sais pas, des stars, tu vois, qui sont très riches. Je sais pas, tu vois, une Margot Robbie, justement, extrêmement riche. Aujourd'hui, dis-toi qu'elle l'a produit, Barbie, hein, donc ouais. Elle doit être extrêmement riche. Pourquoi est-ce qu'elle a plus d'espoir? Est-ce qu'elle est complètement, tu vois, je sais pas. T'as toujours, je pense, t'as l'espoir de voir grandir tes enfants, t'as l'espoir de travailler sur un nouveau projet sympa, t'as l'espoir de voir tes amis s'épanouir, t'as l'espoir de voir vieillir tes parents, t'as l'espoir de... Enfin, tu vois, il y a toujours des espoirs de plein de choses, donc je trouve que ça te tient éveillé, quoi. Enfin, ou alors, t'es blasé de la vie, mais bon, pour moi, ça s'appelle plus une dépression qu'autre chose. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose, ou alors une vie sans rêve, disons, il faut avoir vraiment, vraiment tout, quoi. Donc, du rêve et de l'espoir, c'est ce qu'il nous faut. Ben oui, je pense. Alors, on va sur une petite conclusion. T'as fait plein de choses, on peut pas tout passer en revue, sinon on y sera encore demain. Pub, télé, radio, etc. Et il y a un exercice de doublage qui s'appelle le film-annonce, ou FA. Dans le grand public, on dit plutôt une bande-annonce ou un trailer. Est-ce que tu te rappelles d'une bande-annonce qui t'a vendu un film comme jamais, mais quand t'as vu le film tout entier, c'était une déception à tout point de vue? Non, je peux du tout. Une bande-annonce que moi j'aurais doublé ou que... Que toi t'aurais vu déjà. Possiblement. Il y en a possiblement plein. Ah bah attends, c'est clair. Alors, oh là là, mais j'en ai aucune idée. Tu vois cette sensation? Ah bah oui, je vois très bien, tu parles. Mais non, mais en fait, moi, ce qui m'agace plus aujourd'hui, c'est pas forcément ça. C'est qu'on voit la moitié du film? Mais tout le film, même. Tout le film. Putain, mais tu dis, mais pourquoi? Ouais. Mais moi, j'aime être surprise de voir éventuellement une petite ambiance du truc et c'est tout. Mais me montre pas tout le film. Là, le truc, il dure 3 minutes. Maintenant, c'est l'insécurité du marketing, en fait. C'est ça dure 3 minutes et tu vois le truc, tu vois le climax, tu vois même la limite la résolution. Tu te dis, mais enfin bon, mais qu'est-ce que c'est? Ouais. Quel est l'intérêt d'y aller au cinéma? Tu vois, j'ai compris que lui, il en veut à lui, et puis finalement, ils vont faire un bout de chemin ensemble parce qu'il y a une personne qui les embête, et puis après, ils vont se disputer, puis bon, ils vont se réconcilier parce que c'est un happy ending. Non, mais du coup, c'est nul. Bah quoi. ouais, tu vois, je suis complètement d'accord. Et je ne comprends pas le principe. Non, et maintenant, elles sont interminables. J'ai l'impression que c'est un court-métrage, le truc. C'est hyper long. Déjà, tu vois tout. Les films font 3 heures, donc du coup, les bandes annonces, forcément. Ça, c'est chiant aussi, tu vois. Merci Christopher Nolan. Bon. Ouais, bon, lui, ça va, on lui pardonne. Mais bon, il y en a qui font 3 heures et tu les sens passer. Hein. Ça t'est déjà arrivé de bosser sur un truc que tu trouvais pas bon? Oh oui. Oui, forcément. Comment donner le meilleur de soi, alors, malgré tout? Il faut essayer d'aller chercher justement le second. Moi, ma technique, c'est que je vais chercher un peu le second jeu. C'est-à-dire qu'il y a la première intention qui est un peu légère, tu vois, que tu peux avoir sur Les Feux de l'amour, des comme ça, où tu as une comédienne qui est un peu moyen, quoi. Et du coup, elle joue un truc, mais je vais essayer de jouer ce qu'elle joue et je vais essayer d'apporter du sous-texte.
voilà, du sous-texte, une profondeur. J'essaye. Après, j'y arrive ou pas, ça, je sais pas. Surtout sur les feux de l'amour, bon courage. Mais en tout cas, j'essaye, quoi. Tu vois, je vais me dire, bon, allez, et comme ça sauve ma journée. Parce que du coup, artistiquement, j'ai l'impression de m'épanouir un peu plus, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis pas, bon, bah, c'est nul, allez, vas-y, on fait de l'abattage, tu vois. Bon. On a besoin de se nourrir, de se rassurer aussi, de faire quelque chose qui nous plaise, quoi. Bien sûr. Voilà. Bon, merci Dorothée. Merci à toi. Allez, salut l'artiste. Gros bisous.